Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, heureuse de vous retrouver comme chaque soir de la semaine. Je suis à votre écoute de 22h30 à 1h du matin et je vous invite à me faire part de vos questionnements qu'ils concernent votre vie sentimentale, votre famille, votre travail, vos relations amicales ou toute autre chose qui vous préoccupe. Et ensemble, avec l'aide des auditeurs qui nous font l'amitié d'être à l'écoute, eh bien, nous essaierons de vous aider à y voir plus clair et à avancer. 39 21, c'est le numéro que je vous invite à composer si vous souhaitez me parler. Vous pouvez également appeler le 39 21 si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice. Et vous pouvez donner votre point de vue, bien sûr, par mail, europe1.fr, réagir à tout ce que vous entendez par SMS au 7 39 21. Alors, contrairement à Twitter, chez nous, c'est encore limité à 160 caractères. Donc, si vous avez beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas à nous appeler au 39 21, comme ça vous pourrez vraiment développer votre pensée. Vous avez également la page Facebook à votre disposition. Ce soir, c'est Paul et Amandine qui vont vous accueillir au Standard d'Europe 1, 39 21, sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission. Europe 1. Bonsoir Mireille. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Et merci beaucoup de prendre mon appel je vous en prie. rapidement. Je pensais pas que ça serait aussi rapide. Vous nous avez joint par mail en fait. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Cet après-midi, ça fait déjà quelques jours. J'ai dit qu'est-ce que je fais. J'essaye de la contacter ou pas. Puis c'est vrai que c'est un sujet qui m'inquiète, ainsi que mon mari d'ailleurs. Hein. Et les derniers événements avec ma petite fille, on a vraiment passé un week-end très chamboulé. Oui, qu'est-ce qui se passe alors avec votre petite fille? Ce qui se passe, si vous voulez, elle est au milieu d'une séparation. Une séparation qui date quand même depuis 4 ans, donc avec sa maman et mon fils. Et puis, bon, ça... Tant que bien que mal, ça allait. La maman elle faisait souvent des difficultés, tout ça. Bon, mon fils la connaissant, elle disait, bon, elle dit non maintenant, elle dira oui tout à l'heure. Bon, vous savez, donc ça se passait plus ou moins bien, mais c'était encore vivable, si vous voulez. Et puis, donc, mon fils a rencontré une nouvelle compagne il y a 2 ans. Oui. Et puis, d'ailleurs, ma petite fille, qui s'entend très très bien avec cette nouvelle compagne, dit à mon fils, oh papa, ça serait bien si tu avais un petit bébé et tout ça. Et voilà, puis, on a eu qu'elle dit pas ça à sa maman parce que. Oui, je sais pas. Est-ce qu'elle l'a dit, c'est ça. Elle a quel âge votre petite fille? Elle a 8 ans. D'accord, donc. Elle vient d'avoir 8 ans là. Donc je vous parle de ça il y a plus d'1 an puisque le bébé va avoir 1 an. D'accord, votre fils a eu un bébé avec sa nouvelle compagne. Voilà, un petit garçon. Un petit garçon, un vrai bonheur. Enfin, ça nous remplit de joie parce que. C'est vrai qu'avec notre petite fille, on peut pas dire que ça soit que du bonheur, parce que ça fait 8 ans de haut et de bas, d'histoires qui se passent. Bon, c'est tellement une longue histoire, je peux pas tout vous raconter. Mais c'est pas lié à elle, en fait, c'est lié aux tensions entre son père et sa mère, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et pourquoi vous avez passé un week-end très chamboulé? Parce que donc mon fils a récupéré sa fille à l'école, c'était jeudi, je crois. Et ah bon? Elle était pas en vacances? Non, parce que ça se passe pas en France. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Alors donc, si vous voulez, jusqu'ici, ma petite fille, dans le pays où ils sont, c'est un pays d'Europe. Hein, oui. Elle a commencé sa scolarité à l'école française. D'accord. Donc jusqu'ici, elle a commencé à 3 ans. Elle a fait toute sa scolarité à l'école française. Et avec donc cette nouvelle naissance qui a tout changé, la maman est devenue ingérable, on dira. Et arbitrairement, elle a décidé qu'elle changeait sa fille de l'école française. Elle voulait plus qu'elle y aille, soi-disant qu'elle avait des mauvais résultats absolument faux, bulletins à l'appui, vous voyez. La maman est à l'étranger aussi, dans le même pays. Ils vivent tous les deux, ils sont à l'étranger. Donc la nouvelle famille, l'ancienne famille. Et donc, ma petite fille est donc allée dans l'école du pays avec
pas du tout, évidemment, la même façon d'enseigner, certainement. Pas du tout les mêmes vacances non plus, puisqu'elle fait sa rentrée en septembre, et elle n'aura maintenant de vacances qu'en décembre, pour Noël, le 23 décembre, vous voyez. Ah oui, d'accord. Après, les prochaines vacances, c'est Pâques, et puis après, c'est les grandes vacances. D'accord. Donc, c'est pas du tout le même rythme. Et bon, moi, on y est allé au mois d'octobre les voir. Je posais la question à mon fils. Bon, non, ça avait l'air de bien se passer. On est allé la chercher à la sortie de l'école. Elle avait l'air de se plaire dans cette école, vous voyez. Elle s'est fait des nouveaux amis? Eh ben justement. Alors, elle dit à sa maîtresse, je crois que c'était mercredi, je sais plus. Bon, bref, c'était la semaine dernière. Oui. Et elle a dit à sa maîtresse. Elle était triste, tout ça. Elle dit non, je n'ai pas d'amis dans cette école. Je veux me jeter des escaliers. Je veux me tuer. C'est à sa maîtresse qu'elle a dit ça? Elle a dit ça à sa maîtresse. Donc, quand mon fils est allé la récupérer, non, ça doit être jeudi parce qu'il a le mardi et le jeudi. Il est allé la récupérer. La maîtresse lui a dit, il faut que je vous parle. Donc, elle lui a raconté la situation. Et donc, mon fils, évidemment, était dans tous ses états. Ah oui. Et il a dit, et le lendemain, il allait, parce qu'elle est suivie par un psychologue depuis 1 an, ma petite fille, par rapport justement à ses problèmes liés à la séparation de ses parents. À la séparation et que. Elle avait des symptômes qui l'ont amenée à. Ce qui s'est produit, c'est que donc la maman a changé les règles. Oui. Mon fils l'avait le mardi après l'école, elle couchait chez elle. Le jeudi après l'école, non, elle couchait chez lui. Le jeudi, elle couchait chez lui, et un week-end sur 2. Et tout d'un coup, madame a décidé, non, c'est plus comme ça. Maintenant, elle couchera plus qu'un week-end sur 2. Tu l'auras l'après-midi, mais elle couchera plus chez toi. Et l'explication qu'elle a donnée à sa fille, tu comprends, papa, maintenant, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Il y a donc sa nouvelle compagne, il y aura le bébé, il y a toi. Et moi, j'ai personne qui m'aime. Donc, je veux que tu sois plus vers moi, vous voyez. C'est dur pour la petite fille. Bah oui, elle va pas bien, cette maman, et c'est pas à sa petite fille de la consoler, de la rassurer. Elle devrait en parler, parce que c'est dur pour elle d'apprendre, mais c'est pas à l'enfant de la consoler. Et c'est dur que la petite fille porte ça, je trouve. Elle porte tout ça. Et donc, à la suite de cette décision, mon fils a dit, puisqu'on ne peut pas s'entendre à l'amiable, il va falloir faire appel aux services sociaux, on va demander de l'aide, on va voir. Donc, donc depuis 1 an, alors la maman était d'accord, elle a dit d'accord, on fait ça. Et donc, ma petite fille, depuis 1 an, est suivie donc par une psychologue. Parce qu'il y a des services sociaux derrière qui ont demandé une enquête sociale un peu sur la famille. Oui, mais ça fait 1 an que ça dure, vous voyez, c'est long. Oui, c'est long. Il y a un juge des enfants également là-bas. Il y a le juge des enfants. Il y a eu une première audition. Après, il voulait en savoir plus par rapport au revenu de mon fils pour établir peut-être une pension alimentaire, tout ça. Donc, ils doivent à nouveau se rencontrer. Donc, c'est en cours, si vous voulez. Mais ce qu'il y a, donc, la mère, après une première visite chez les services sociaux, elle est arrivée avec ses doléances en pensant qu'elle allait avoir tous les droits sur sa fille, que mon fils, maintenant, aurait les miettes, ce qu'elle voulait bien lui donner, si vous voulez. Et donc, aux services sociaux, ils lui ont dit, ah non, madame, ça se passe pas du tout comme ça. Le père a autant le droit que la mère. Mais ils vont se rendre compte qu'elle va pas bien, cette maman. Enfin, elle ne leur tiendra certainement pas le même discours, mais qu'elle se sent, elle, très seule et qu'elle fait... Voilà. Mais ça, on le comprend bien. Moi, mon fils a été très mal suite à toutes ces histoires. Il s'est fait aider. Il est allé voir une psychologue. Il s'est fait aider pour passer le cap. Et elle dit qu'elle y va, mais elle n'y va pas. Ah, elle dit qu'elle est suivie Elle dit qu'elle y va, qu'elle est allée une fois. Pour elle, y aller une fois ou deux, c'est être suivie. Vous voyez, parce que je pense qu'elle ne veut pas être mis face à face avec ses difficultés. Peut-être, oui. Voilà. Et donc ce qui se produit, alors, après, à ma petite fille, donc, quand ils sont sortis de cette première séance, ma petite fille, elle vit tout ça, vous comprenez. Donc, quand ils sont sortis de cette première séance, elle s'est retournée vers mon fils et elle lui a dit, si c'est comme ça, je vais te dire que tu me battais.
Alors là, mon fils est tombé sur Oui, mais enfin, haut. ça va tomber comme un cheveu sur la soupe, là. Non, elle est allée porter plainte. Mon fils a été reçu au commissariat. Oui. Et il a été, donc, et le problème maintenant, c'est que le juge veut entendre ma petite fille. Vous voyez, dans l'état où elle est maintenant, oh là là, oui. Le juge veut entendre ma petite fille. Le juge, parce que c'est un autre pays, le juge pour enfants. Ben, je pense que c'est le juge pour enfants, oui. Ben, je ne sais pas, parce que si vous parlez de pension alimentaire, c'est pas du ressort du juge pour enfants. Ici, en France, c'est le juge aux affaires familiales qui définit le droit de garde, les droits de visite. Pourquoi non, attendez. Vous voyez, c'est pas les mêmes juges. Le juge pour enfants, il est là pour la protection. Non, Caroline, non. Il y a deux cas. Parce que maintenant, il y a deux cas différents. Donc, il y a le juge des enfants qui veut savoir pour la pension, mais maintenant, ce juge qui veut entendre mon fils, c'est parce que c'est un cas criminel, parce donc elle l'a accusé de. Oui, mais enfin, elle a des certificats médicaux, elle a des. Aucun. Bon, aucun. donc, C'est ce que j'ai dit. si vous voulez, dans un contexte où il y a une telle tension autour de la garde de l'enfant, un tel enjeu, cette plainte qui arrive comme ça alors qu'ils sont déjà séparés depuis longtemps, peut être. Vous savez, les magistrats, ils sont quand même pas fous. Hein, ils ont malheureusement l'habitude. Comme c'est pas en France, c'est ce qui m'inquiète. Oui, mais enfin, ça reste des magistrats. Je serais moins inquiète. En France, je serais moins inquiète. Ça reste. Parce que je le sais. Puis il faut un certificat de coût et blessure pour déposer une plainte. Là, c'est tout en l'air. Tout est en l'air. Oui, mais si vous voulez, ça vient. Vous me dites qu'elle n'a jamais fait référence à des violences au sein de son couple auparavant. Jamais. Et puis c'est au moment où la situation se complique, où elle se rend compte que finalement les choses lui échappent un peu, qu'elle sort de son chapeau cette histoire de violence. Donc les magistrats, si vous voulez, eux, évidemment, c'est très compliqué. Ils s'en tiennent. Il faut essayer de recouper toutes les informations, de savoir qui dit vrai, qui dit faux, et notamment de la part du juge pour enfants, dans l'intérêt de l'enfant. Donc c'est dans ce cadre-là que votre petite fille peut être entendue, mais rassurez-vous, c'est-à-dire que ces magistrats ont l'habitude de s'adresser à des enfants. Hein. Donc ils le font quand même avec beaucoup de délicatesse et en tenant compte évidemment de l'âge de l'enfant. On ne va pas s'entretenir avec un adolescent de 15 ans comme avec une enfant de 8 ans par exemple. Hein. Voyez, et parce qu'ils savent bien que ça met les enfants dans des situations très compliquées, comme si la suite de l'histoire dépendait de leur dire, ce qui est très culpabilisant pour un enfant. Donc, je sais qu'en France, et il n'y a pas de raison que ça se fasse pas comme ça, mais dans un pays européen. C'est ce que je me dis, c'est ce qu'on essaye de se dire, mais on est tellement inquiet du fait de la distance, vous voyez, et je me dis quand même, ces gens-là, ils doivent être quand même comme nous, ils doivent pouvoir réfléchir. Et alors, mon mari, lui, ce qui l'inquiète beaucoup, c'est que, vous savez, la maman de ma petite fille, elle sait très bien raconter des histoires, elle ment beaucoup, mais je dis quand même, ces gens, ce sont des professionnels, ils sont quand même capables de faire la différence entre une personne qui raconte des histoires et une personne qui dit la vérité. Alors, ce sont des magistrats. Donc, même si le juge pour enfants, il est amené à avoir développé comme ça une relation particulière avec les enfants, puisqu'il est aussi bien chargé de leur protection que de leur répression, quand il s'agit de mineurs qui commettent des actes de délinquance. Mais ils ne sont pas psy. Donc, mais quand ils ont un doute, ils travaillent en collaboration avec des psys, des experts. Vous voyez, c'est pas eux de décider si l'enfant dit faux ou dit vrai. Ils demandent de l'avis à des experts. Mais voilà, mon fils qui a demandé donc pour ce cas criminel, parce que c'est un cas criminel, ils appellent ça un correctionnel. Cas criminel là-bas, hein. Donc lui, ce qu'il a demandé, parce que c'est vrai avec sa fille là, qui vient de lui dire qu'elle veut se jeter des escaliers. Après, c'est ça dont il faut s'occuper là en ce moment. C'est la priorité. Oui, en 2 jours, le juge qui veut la recevoir. Donc lui, ce qu'il a demandé, il a dit si elle doit être reçue, elle est reçue par les services sociaux, elle est une psychologue. Travailler avec cette femme-là, vous voyez, c'est ce qu'il espère, lui. Oui, mais alors ça, pas forcément. Enfin, c'est-à-dire que si c'est des services sociaux qui dépendent de la justice. Il y a un compte rendu au tribunal, ça je le sais. Donc, c'est peut-être le juge pour enfants qui a délégué une enquête sociale, et dans ces cas-là, il peut évidemment s'appuyer sur le rapport des travailleurs sociaux et du psy. Mais en revanche, là, par rapport à cette histoire, on comprend qu'elle soit perdue, votre petite fille, au milieu de tout ça, et qu'elle se sente dépassée dans tous ces conflits là autour d'elle. C'est quand même important
Votre fils a vu, ou en tout cas a téléphoné au psychologue qui la suit pour lui parler de cette histoire, parce que voilà, parce qu'il c'est a important. vu le lendemain, donc ma petite fille avait rendez-vous avec. Et ça, j'ai dit ouf, heureusement au moins ça peut être pris tout de suite, Oui. parce qu'elle avait rendu. Mais bon, donc il a reçu ma petite fille. Donc la mère comme d'habitude, ma petite fille, et puis lui il est resté plus d'une heure avec elle, et là il s'est effondré. Il a dit dans l'échange avec la psy, avec la psychologue qui voit ma petite fille, parce que dans leur système ils reçoivent la mère, ils reçoivent l'enfant, et ensuite ils reçoivent le père, vous voyez. Pas les trois ensemble. Non, pas ensemble, l'un après l'autre, non, jamais ensemble. Ma petite fille est entendue toute seule, la maman est entendue toute seule, le père est entendu tout seul. Oui, mais donc, la psychologue, elle suit l'enfant, elle suit pas les parents. Elle suit l'enfant, mais après, si vous voulez, bon, il y a une petite discussion, vous voyez. Mais là, cette fois-ci, mon fils m'a dit, je suis restée 1 heure avec elle. Oui, il était mal. Je me suis effondrée, et j'ai dit, mais s'il te plaît, faites quelque chose auprès du juge, quoi, parce que ça va pas, quoi. On comprend qu'il craque, et à la limite, il vaut mieux qu'il craque dans le bureau de la psychologue. Elle peut très bien l'entendre et le comprendre, et voir dans quel état. Franchement, Caroline, je l'admire parce que je sais pas comment il tient. Mais si vous voulez, ils sont tellement pris dans ces histoires là de règlement de compte, et je comprends que votre fils soit atterré par cette histoire de plainte, mais après tout, il faut aussi, s'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On ne va pas l'incriminer de faits qui n'ont pas eu lieu. Oui, et vous voyez, pour vous donner un exemple quand même, donc elle cite 2 cas de violence. Hein. Oui. Bon, une fois ils étaient allés pique-niquer, parce que bon, toujours mon fils, pour que ma petite fille soit pas trop déchiré entre deux. À l'époque où c'était à peu près correct, bon, des fois ils allaient faire un pique-nique ensemble, vous voyez, pour garder un petit lien. Donc elle a dit qu'une fois un fameux pique-nique, il l'avait brutalisé, mais enfin c'est le genre plutôt, il l'a poussé la tête contre la portière, mais il se trouvait que j'avais fait des photos. Donc j'ai au moins les preuves qu'elle n'avait pas été battue, qu'il n'y avait pas de bleu, rien du tout. Et le deuxième cas, en plus, la nouvelle compagne. Et puis pourquoi elle n'en a pas parlé à ce moment-là? Non, mais tout est fait, toutes les preuves sont envoyées. Il a 2 avocats. Non, mais c'est un truc de fou. Oui, mais il ne faut pas qu'il soit. Enfin, je comprends, mais qu'il soit autant sur la défensive par rapport à ça aussi. Vous voyez, puisque s'il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On peut resituer dans un contexte. En revanche, ce qui me paraît prioritaire, c'est les propos de la petite fille à son institutrice. Voilà. C'est pas anodin qu'elle en parle à quelqu'un qui est extérieur au cercle familial. Parce que là, il y a un vrai appel au secours de l'enfant. Évidemment, les idées suicidaires chez l'enfant, c'est toujours très compliqué. Les propos, plus que les idées, parce que c'est encore autre chose. De dire, j'en ai assez, c'est ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Je veux me jeter du haut de l'escalier. Oui, elle dit, elle dit, j'ai pas d'amis dans cette école, je sais pas les paroles exactes. Donc déjà, elle à son institutrice, elle parlait par rapport au fait qu'elle se sent seule dans l'école, qu'elle n'a pas d'amis. Vous voyez déjà, elle parle de ça. Et pourtant, elle est liante, cette petite. C'est ce qui me surprend, qu'elle n'ait pas fait d'amis à l'école. Mais vous savez, à cet âge-là, c'est compliqué parce que les enfants peuvent tenir des propos comme ça, évidemment, qui alertent, et à juste titre les adultes. Mais ils n'ont pas une idée précise en même temps de la mort. Cela dit, ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut banaliser, parce que l'enfant, dans sa psychologie, s'il est réprimandé par un adulte qu'il aime, s'il a une mauvaise note, compte tenu de s'il est fragile à ce moment ou fragilisé par tout un contexte, ça peut prendre une proportion terrible chez un enfant. Et donc, il peut en venir parfois à l'irréparable. C'est très rare, hein, heureusement, les enfants suicidaires, c'est très rare. Mais en tout cas, de tels propos, évidemment, l'institutrice a bien fait d'en alerter, d'en référer tout de suite au père. Alors, il ne s'agit pas de penser au pire, mais en tout cas, c'est à prendre au sérieux. Et j'imagine, parce que là, il est tellement pris, lui, dans cette histoire de plainte pour violence, qu'il ne faut pas perdre de vue aussi ça, ce que dit la petite fille, qui peut-être elle est perdue aussi dans une autre histoire. Parce que je vous dis, celle-là, il était mais dans un état... Bon. Savoir par exemple si l'enfant, lors de ses séances de thérapie avec la psychologue, a évoqué des pensées, des idées telles que celle-là ou pas.
voyez, parce que là c'est important de savoir ça. Ou si c'est à un moment où elle s'est sentie un peu seule, un peu perdue, un peu triste, parce qu'elle n'avait pas d'amis et qu'elle a sorti. C'est très pulsionnel chez l'enfant, hein, ça peut venir comme ça. Mais dans tous les cas, évidemment, il faut le prendre en considération et voir dans tout un contexte. Et je pense que la psychologue, le fera figurer dans un rapport. Hein. Il faut espérer, oui. Et peut-être, si vous voulez, l'intervention d'un juge, et en tout cas d'un juge pour enfants, il est amené parfois un peu à, oui, je vais utiliser le mot, sermonner les parents. C'est-à-dire en ce sens que les parents ont pris tellement dans des tensions encore conjugales ou de l'après-séparation, même s'ils aiment leurs enfants, sont tellement pris dans leurs conflits que parfois ils en arrivent à oublier l'enfant et ce que ça lui fait vivre à lui. Donc le juge pour enfants, dans le fonctionnement en France, est là aussi pour rappeler en disant que lui se préoccupe avant tout du bien-être de l'enfant. Et ça peut amener, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que toute cette tension et le fait qu'il y ait un regard porté sur leur situation peut permettre d'apaiser les choses. En tout cas, de faire prendre conscience aux parents, à la maman de cette petite fille, que son propre mal-être est éteint. Oui, elle a quand même pris conscience d'une chose, mais malheureusement, c'est pas ce qui va l'emmener à enlever sa plainte. Quand elle a reçu la convocation du juge pour ma petite fille, elle a dit à mon fils, je pensais pas que ça irait aussi loin. Oui, mais ça peut l'amener à réfléchir. Vous voyez, parce que parfois, sous le coup de la colère, elle peut dire, puisque c'est comme ça, je vais déposer plainte. Mais une plainte, alors soit c'est classé, soit ensuite, mais dans un tel contexte, évidemment, ça va suivre, en disant, tiens, maintenant la mère porte plainte pour violence, qu'est-ce qu'il en est ? Les magistrats, ils peuvent pas savoir, eux, ça parvient sur leur bureau, qu'est-ce qu'ils demandent ? Des enquêtes. Mais c'est là où elle se rend compte que c'est suivi des faits et que ça peut se retourner contre elle, parce que on instrumentalise une situation pour essayer d'avoir l'avantage, forcément ça, et c'est normal d'ailleurs, ça a des conséquences. On peut pas porter plainte pour des faits graves qui n'ont pas eu lieu. Voilà. Qui n'ont pas existé. Voilà. Il faut vraiment essayer de rassurer votre fils là-dessus, dans la mesure où s'il n'a rien à se reprocher, qu'il ne s'inquiète pas. C'est vraiment désagréable, mais il n'a pas lieu de s'inquiéter. Il est important d'essayer au mieux de préserver cet enfant de tout ça. Voilà, parce que lui peut faire face à cette plainte. Il a un avocat, il a les deux. Oui. Et les avocats le rassurent quand même. Ils disent que pour eux, ils sont même pas sûrs que ça va aboutir. Oui. Mais ça peut être classé sans suite. C'est cette petite, quoi. Alors en France, les enfants peuvent être entendus, donc et peuvent être accompagnés, d'un avocat. Je ne sais pas comment ça fonctionne dans le pays où ils se trouvent. Mais il peut y avoir des associations de protection de l'enfance où l'enfant peut être accompagné d'un avocat. Voilà. Mon fils et moi aussi, on pensait si ça pouvait s'articuler avec la psychologue déjà qui la suit, ça pourrait être moins agressif. Je pense que la psychologue, elle le sait que l'enfant va être entendu par le juge. Oui. Donc elle va en parler et lui expliquer en quoi ça consiste. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle dise ce qu'elle a vu ou entendu et qu'elle n'est pas le. Également, va contacter la maîtresse, elle a dit. Oui, c'est très bien. Donc, ça, c'est plutôt rassurant, Mireille. Je comprends votre inquiétude, mais c'est plutôt rassurant que les différents protagonistes qui s'occupent de votre petite fille se concertent, se coordonnent. Et que dans la mesure où eux, ils ont une neutralité par rapport à ça. Eux, ils sont pas là pour prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ils essayent de voir ce qu'il en est et de protéger au mieux cet enfant. Donc, vous voyez que les choses la suivent leur cours et que il n'y a pas de raison de ne pas leur faire confiance. Oui, mais c'est sûr. Mais je vous dis que, comme je vous disais tout à l'heure, Caroline, ça serait en France. Oui, c'est déjà angoissant quand ça se passe dans son pays d'origine, d'être confronté à la justice, mais d'autant plus quand c'est un pays dont on ne maîtrise pas. Voilà. Mais c'est un pays européen quand même, donc c'est pas si il y a des différences, mais en matière de protection de l'enfance, ils sont quand même aussi très vigilants. Donc c'est plutôt. Je vous dis, moi je voulais ça, mais c'est vraiment cette phrase comme ça dire. Alors il faudrait peut-être voir. J'ai un message là de quelqu'un qui dit il faudrait peut-être voir si la maman elle-même n'a pas
parfois pas des paroles de ce type. J'en ai marre ou j'en peux plus. Et dire est-ce que l'enfant aurait pu entendre ça? Parce que la maman qui dit non, ton papa il a beaucoup de gens qui l'aiment, moi je suis toute seule donc il faut que tu restes avec moi, elle va mal cette maman. Ça ne veut pas dire qu'elle est suicidaire, hein, mais en tout cas elle fait porter un rôle qui ne va pas. C'est une fille qui va mal, oui. ça c'est certain. Alors l'enquête va certainement permettre de montrer tout ça et essayer de rassurer votre fille sur cette plainte parce que pour qu'il reste quand même dans sa préoccupation aussi par rapport à l'enfant. Voilà, bon courage merci Mireille, hein. C'est pas simple d'être loin. Merci. Au revoir, bon courage à vous. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Sur Europe 1 et la ligne est ouverte au 39 21. Nous sommes en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin et je vous invite à me faire part de vos questions, de vos doutes, de vos interrogations, de vos désirs, de vos fragilités. Bref, vous pouvez parler de vous en toute liberté. 39 21, c'est le standard d'Europe 1 et c'est le numéro que vous pouvez composer à tout moment si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur ou une auditrice et si vous voulez parler de vous, bien sûr. Vous pouvez réagir aussi à tout ce qui se dit, que ce soit par SMS au 7 39 21 en faisant précéder votre message du mot nuit et en n'oubliant pas que vos SMS sont limités à 160 caractères. Vous avez également les mails, là vous pouvez vous exprimer plus longuement, europe1.fr et nous joindre par ce biais-là, comme l'avait fait Mireille cet après-midi. Vous avez également la page Facebook à votre disposition. Alors avec tous ces moyens, quand même, si vous n'arrivez pas à nous joindre, c'est que ça ne va pas. 39 21. Allez, on accueille tout de suite Cathy. Bonsoir Cathy. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Comment allez-vous? Bon. Ça va pas trop par rapport à la situation dans laquelle, dans laquelle vous vous trouvez, oui. Ouais, voilà. En fait, je vais essayer de résumer, mais c'est un peu compliqué. Disons que j'ai un ami qu'on va appeler Thierry pour l'émission, avec lequel on avait décidé de prendre un appartement à Saint-Malo en 2015. Donc, on avait cet appartement de novembre à juin. C'était fixé comme ça. Hein. C'était un meublé, c'était fixé comme ça. Donc, en 2016, on a eu un deuxième appartement qu'on a réussi à trouver par chance. Et en fait, moi, à l'époque, on se partageait entre Paris et Saint-Malo. Oh, bah, c'est agréable. Parce que l'ami avec lequel je partageais l'appartement n'est pas mon petit ami, c'était un ami. Et vous étiez en colocation avec cet ami, donc. Voilà, c'est ça. Et en fait, on avait un but, c'est du fait que je ne vois pas, c'était pour que ma chienne guide puisse courir régulièrement sur la plage et éventuellement plus tard y passer la retraite. Donc c'était moi m'y installer un jour, mais prendre un premier contact avec la ville. Oui, ça permettait de vous habituer un peu à Paris, voilà, un peu à Saint-Malo. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis de l'emmener régulièrement aussi en détente, ce que je n'avais, comme vous le savez d'ailleurs, pas pu faire pour la précédente, qui avait été un souhait avorté pour différentes raisons. Et du coup, je souhaitais que ça se réalise du coup pour celle-ci. Moi, à Paris, pendant ce temps, depuis de nombreuses années, je partageais mon appartement avec un autre ami qu'on va appeler Laurent. Que je connais depuis 20 ans. Donc on a partagé plein de phases. On a été amis pendant plus d'1 an. On a été ensemble, on a été mariés. Il m'a quittée. Il m'a quittée amoureusement, mais on a toujours gardé un lien très profond, très affectif. Et je dirais la séparation s'est faite entre 2001 et 2002. Donc j'ai envie de dire, amoureusement, il y a prescription aujourd'hui.
d'autant que je suis avec quelqu'un en plus. Alors, il y a un troisième, donc, c'est-à-dire c'est pas l'ami avec qui vous êtes à Saint-Malo, c'est quelqu'un, un nouveau compagnon. D'accord. Ouais, voilà. Mon compagnon est à Paris en fait. Mhm. Voilà. Et donc l'ami qui était dans l'appartement, donc que j'ai appelé Laurent, et je l'ai mis dehors en fait en mars dernier. D'accord. Et pour quelle raison? Enfin, si c'est pas indiscret. Là, nous y voilà. Maintenant, justement, c'est le cœur du problème. Parce qu'il s'alcoolisait. D'accord. Voilà. Et alors, c'était pas forcément toujours beaucoup, mais c'était très agressif. Et en fait, il faut savoir que moi, j'ai vécu l'alcoolisme de mon père pendant toute mon enfance. J'ai vécu beaucoup de violence et d'ailleurs moi j'ai tendance aussi à parfois être un peu violente de ce fait. J'ai moi-même pas mal suivi de thérapie par rapport à ça. Je me soigne. Oui. Voilà, je me soigne. Mais c'est vrai que quand quelque chose ne va pas, j'ai quand même tendance à monter assez vite dans les tours. Oui, donc vous avez raison de vous protéger. C'est une situation qui vous angoisse terriblement, on peut le comprendre. Donc vous avez raison de ne pas vous remettre volontairement dans ce type de situation. C'est ça. Sauf que quand Laurent a été viré de Paris, Thierry a dit mais on peut pas le laisser quand même dans la rue et moi je l'accueille à Saint-Malo. Ok. Donc, moi, c'est votre autre ami, donc celui qui est à Saint-Malo, qui mais c'est un peu paradoxal. C'est pas vis-à-vis de vous, c'est pas très cohérent en même temps. Non, mais c'est vrai qu'il s'est dit aussi quand j'allais mal, il était là pour moi, parce que lui aussi, celui qui est à Saint-Malo, il va pas très bien, mais lui c'est pour d'autres raisons, il est bipolaire, mais voilà. Donc en gros, il s'est dit quand moi j'allais pas bien du tout en 2011, je crois. Il a été très très présent pour moi, il m'a offert des vacances, tout ça, donc je peux pas aujourd'hui, même si... C'est un ami à lui aussi. Oui. C'est ça, d'accord. En fait, il était partagé, c'est-à-dire qu'en même temps, tout comme moi, il avait la rage de le voir se détruire, et parce que moi, il y a plein de sentiments qui se mélangent en fait. Mais en même temps, il se disait maintenant, il va rebondir, il va pas rester comme ça. Sauf que ça, c'était quand même au mois de mars, et que depuis, il est toujours à Saint-Malo dans l'appart. Et c'est là où ça va plus en fait, c'est que moi ce soir je suis venue à l'hôtel. Là je suis à l'hôtel tout de suite. Ah bon? Pourquoi? Parce que justement je supporte plus de pas savoir dans quel état Laurent va rentrer le soir. Voilà. Alors vous êtes où là? À Saint-Malo? À Saint-Malo. Mais alors cet appartement à Saint-Malo, vous êtes locataire avec non, votre ami? je suis caution en fait. Donc avec votre ami Thierry, voilà, qui participe au loyer aussi? Oui, bien sûr, qui paye le loyer même. Oui, mais ça vous met dans une situation, c'est ça, difficile. C'est-à-dire que là, vous en êtes arrivé à aller à l'hôtel parce que ça vous angoisse de voir dans quel état il va rentrer. Moi, j'ai en fait, parce que quand Laurent il faut savoir que quand il n'est pas alcoolisé, c'est ça qui me fait mal en fait. D'abord parce que je vous dis, je le connais depuis 20 ans. C'est comme maintenant aujourd'hui, c'est comme mon frère, quoi. C'est plus, voilà, il y a plus. Oui, vous avez gardé une relation, vous êtes restés très proches. On est bien d'accord. Ça, en même temps, ça me fait mal, mais il y a pas longtemps en fait, parce qu'il y a quelques temps de ça déjà, il s'était super énervé et tout ça, et je l'avais enregistré en fait. Je l'avais enregistré et le lendemain, quand il était clair, je lui ai dit tu vois, tu ressembles à ça. Et moi là je revoyais mon père en peinture quoi. Oui, mais vous ça vous met dans une situation angoissante. Moi c'était horrible. Donc depuis il hurle moins. En effet, ça, je pense que quand même le fait de s'être entendu sur l'enregistrement, ça a dû tellement lui faire un choc qu'il hurle moins. Sauf que la dernière fois que c'est arrivé, ça devait être samedi ou je sais même plus là. C'est moi que j'ai fait pareil, j'ai enregistré, sauf que moi je me suis réécoutée et en me réécoutant même moi, mais je me suis dit mais t'es malade ma pauvre, on dirait une hystérique là. Mais j'étais malade, je lui disais mais vraiment je hurlais quoi, une vraie folle. Et je me suis dit mais tu peux pas te mettre dans, je me disais à moi-même mais tu ne, voilà. Non, il faut pas vous mettre dans une situation comme ça, ça vous angoisse. Voilà, ça y est, ça recommence, ta violence et tout, mais je dis mais ma violence là elle est pas pour rien.
La violence, elle est liée. Je lui dis, même si je sais très bien que c'est vrai, mais ma violence, elle a une raison d'être. Là, mais parce que ça vous renvoie à votre père, à des choses très difficiles que vous avez vécues, et donc c'est important que vous vous protégiez et que après tout, même si. Il en a même parlé avec mon compagnon, oui. Pour vous dire. Bon, alors votre nouveau compagnon là qui est à Paris, il en pense quoi de tout ça? Parce que il doit être un peu perdu là entre ces deux hommes là. Non, en fait, il sait très bien l'attachement que j'ai pour des amis. Bon, ça, il y voit pas d'inconvénient. C'est quelqu'un qui est bien, quoi, qui est super, qui est cool, qui comprend les choses. Il sait très bien que j'ai besoin d'aller à Saint-Malo. Il y est venu en septembre aussi pour découvrir. Et puis, dans le but qu'on s'y installe un jour. Il sait très bien qu'un jour, dans 1 an et demi, 2 ans, j'aimerais bien m'y installer. Il m'a dit OK. Alors en rigolant, il dit c'est mouillé, c'est froid et je sais plus quoi. Mais bon. C'est Saint-Malo. Ouais, c'est Saint-Malo, quoi. Non, et votre chienne Fuchsia, elle est avec vous là à l'hôtel? Bien sûr, elle est avec moi là. Vous l'amenez avec vous, oui, d'accord. Bien sûr, elle est là. D'accord. Mais dites-moi, Cathy, là, je trouve quand même que vous, à un moment, vous aviez pris la décision, même si c'était votre ami, parce que la situation était trop difficile pour vous, de dire c'est plus possible. Vous l'aviez mis à la porte, là, ce Laurent. Votre ami, qui le recueille, je trouve, à Saint-Malo, vous met en porte-à-faux. Et finalement, vous vous retrouvez dans cette situation aujourd'hui de devoir aller à l'hôtel parce que vous craignez finalement, vous êtes débordé par la situation. Je trouve qu'il faudrait vous expliquer avec cet ami là qui vit à Saint-Malo, en lui disant, écoute, j'étais d'accord avec lui, quoi. Enfin, a priori. Oui, mais visiblement. Oui, je pensais que la situation n'allait pas durer. Là, déjà, on était en mars. Mais il n'a pas de logement, ce monsieur-là, votre ami là. Bon, je sais qu'actuellement, quand même, à sa décharge, on va quand même dire les choses positives le concernant. Enfin, là, il suit un protocole avec une personne du Pôle emploi et une assistante sociale. Parce qu'il faut vous dire qu'il a perdu son travail, en fait, à Paris, depuis maintenant, on va dire, 1 an et demi. Voilà. C'est lié à ses problèmes d'alcool ou pas? Non. Donc ça l'a pas aidé, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce qu'il est suivi pour ce problème d'alcool ou est-ce qu'il est dans le déni? En fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement dans le passé et qui... parce que hier soir, quand il est rentré, hier soir, j'appréhendais beaucoup, par exemple, parce qu'il n'était pas là, tout ça, et j'appréhendais. Et en fait, ça s'est très bien passé. Enfin, il n'était peut-être pas complètement clair. Je pense qu'il avait un peu bu, mais pas au point... Il se souvenait de tout ce matin. Je lui ai demandé, il m'a dit oui, je me souviens de tout. Hier, il m'a raconté qu'il avait perdu son téléphone, il avait perdu de l'argent. Enfin, vous voyez là, mais là, ça va pas du tout. Il se met dans des plans. Oui, évidemment. La dernière fois que je suis venue à Saint-Malo, pendant 1 semaine. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'il peut très bien ne pas boire pendant 1 semaine ou 2. Et ça, j'ai du mal à comprendre en fait. En tout cas, moins. Peut-être moins. C'est-à-dire que comme il supporte une forte dose d'alcool. Des fois, il boit pas du tout. Ouais. Mais dites-moi, pourquoi vous supportez tout ça, Cathy, là ? J'ai du mal à comprendre. Des fois, je me pose la question. Parce que c'est quand même un comble que ce soit vous qui vous retrouviez à l'hôtel, alors que vous avez 2 appartes. Ouais, je sais. Mais en fait, là, parce que là, je repars demain à Paris. J'avais pas prévu dans mes plans de repartir aujourd'hui. Mais d'un coup, ça m'a pris, en fait. J'ai dit non, là, ce soir, parce que hier soir, quand il est rentré, on a discuté calmement. Parce que quand il est normal, entre guillemets, quand il est non alcoolisé, le matin particulièrement, je lui explique que là, c'est pas possible, qu'il faut trouver une solution, que... Oui, mais là, il vous dit d'accord, et puis finalement, il ne fait rien. Non, ce qui est très déstabilisant, c'est que quand il boit pas, il est charmant. C'est quelqu'un mais ça ne veut pas dire... oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas des qualités humaines par ailleurs. Les gens qui s'alcoolisent ne sont pas des monstres. Ce qui m'énerve, c'est que c'est quelqu'un qui a plein de... Oui, mais Cathy, c'est même plus de votre sort. C'est là, je trouve... Il est capable... Non, mais je veux dire, quand c'est des gens, vous dites, qui n'ont pas de bagages, qui n'ont rien, qui peuvent rien faire de leur vie, j'en sais rien. Il y a des gens, ils ont plus ou moins de capacités, c'est comme ça. Mais lui, c'est quelqu'un qui en aurait des capacités. Et là, il est en train de se bouffer la vie. Oui, mais vous n'y pouvez rien. Mais à la limite, vous n'allez pas... Ou alors faites partie d'une association qui vient en aide aux personnes s'alcoolisant, mais ne le faites pas dans votre vie privée, parce que vous êtes dépassé.
Vous voyez bien que malheureusement, même en l'aidant comme vous le faites, c'est pas ça qui lui fait prendre conscience qu'il a un problème. Non, c'est pour ça que j'ai envie donc vous allez éponger, sans mauvais jeu de mots, tous ces problèmes, et ça ne règle rien dans le fond. Bon, tant mieux s'il est dans une démarche par rapport à Pôle emploi, et s'il arrivait à retrouver un emploi, déjà, ça lui redonnerait un peu un axe. Le but de sa démarche, c'est l'appart et l'emploi, en fait. C'est oui, mais alors à ce moment-là, laissez-le dans l'appart avec votre autre ami, écoutez à Saint-Malo, et puisqu'il a voulu le prendre, qu'il s'en arrange, et vous, pour le moment, restez à Paris, un peu à l'écart de tout ça, parce que c'est vous qui allez finir par vous rendre malade. Alors je m'étais dit, soit j'essaye, bon alors c'est un peu compliqué, mais de me trouver, parce que c'est un peu compliqué bien que je sois caution pour cet appart-là, mais je peux peut-être, alors ce que j'ai pensé, la chose la mieux à laquelle j'ai pensé éventuellement, c'est essayer de me trouver peut-être un petit meublé, ou ne serait-ce que, vous voyez, par une semaine quand je viens, puisqu'en gros je viens 10 jours par mois. Vous allez pouvoir suivre financièrement, parce que là, entre l'appart à Paris, celui à Saint-Malo, plus un meublé... Ça va être dur. Je vous comprends. Non, déjà, parfois, avec un loyer sur le dos, c'est difficile. Donc, 3. L'autre à Saint-Malo, financièrement, je gère pas. Ah oui, c'est votre. Oui, mais vous êtes caution, attention. Hein. Ouais. Attention. Quand même, hein, de pas vous mettre vous dans une situation difficile. Hein. Je sais bien. C'est pour ça. Je me dis, alors là, je l'ai rencontré parce que. Je l'ai rencontré, l'ami en question là dont on parle, et je lui ai dit mais je vais pas faire comme l'autre personne avec Claire l'autre fois qui arrêtait de venir le prénom à l'antenne. Donc je fais attention quand même. C'était assez marrant je trouve, parce que même la personne de la SMS avait repris le prénom, c'était drôle. Oui. Non mais vous aviez beau lui dire non ne dites pas de prénom, et hop là 3 fois dans la même phrase, c'était reparti. Là bon, on sait que c'est Laurent et Thierry, donc on va moi j'ai compris, ça y est, mais j'ai changé. Mais ce que je veux dire par là, enfin moi j'ai l'impression, la question un peu à vous poser, c'est pourquoi vous voulez à tout prix aider cet homme et le soigner malgré lui. Alors il y a quelqu'un, je trouve, c'est Aurélie, qui pose une question tout à fait pertinente, qui dit est-ce qu'au fond vous cherchez pas à soigner votre père à travers cet homme, hein Parce que c'est quand même aussi je sais pas, le père de ma fille était alcoolique, j'ai pas cherché à le soigner. Oui, mais enfin, il y a beaucoup d'hommes alcooliques autour de vous, hein. Ouais, mon compagnon ne l'est pas. Enfin... tant mieux. Mais lui, il faut qu'il ait les reins solides, hein, parce qu'il faut qu'il vous fasse une grande confiance, parce que même en étant très confiant, il peut se demander un peu ce que vous faites dans toutes ces histoires et vous perdre. Vous pouvez, ça peut nuire à votre relation, parce que finalement, vous êtes dans une relation amoureuse, me dites-vous, avec un homme qui lui vit à Paris, mais vous êtes tellement préoccupée par les difficultés de cet ami que vous êtes envahi par ça et moins disponible pour votre histoire. Je trouve que vous vous perdez de vue. Justement, j'essaye de pas me perdre de vue, et c'est pour ça que quand même... laissez-le un peu alors là. C'est pour ça que je suis venue à l'hôtel ce soir, parce que oui. Même si quelque part j'y pense, parce que ça reste quelqu'un de proche de moi, mais au moins je me dis qu'en étant là, j'ai pas l'appréhension de me dire dans quel état je vais le voir. Je comprends, mais c'est ce que puisque vous arrivez à lui parler à certains moments, je crois que c'est important de lui dire vraiment une bonne fois pour toutes, à la limite, hein, que vous tenez beaucoup à lui, vous êtes très attaché à lui, et que ça vous est insupportable de le voir se détruire comme ça, et que vous baissez les bras, un peu vous baissez les... Non, mais parce que par rapport au fait que là, vous soyez parti à l'hôtel, c'est quand même... vous marquez un acte en disant « je peux plus, là, je suis débordée ». Bon, c'est important déjà de faire ce constat-là. Et de pouvoir en parler avec lui en disant « écoute, malgré tout le soutien, malgré toute la tendresse que j'ai pour toi, malheureusement, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas et ça m'est trop douloureux de te voir te détruire comme ça. » Et arrêtez à un moment, parce que sinon lui il est pris dans quelque chose, il y a une part de lui qui sait qu'il a un problème, et puis une autre qui fait comme si ce problème avec l'alcool n'existait pas. Donc si vous êtes toujours là, vous voyez, finalement... Il y a pas longtemps, je lui ai dit, écoute, peut-être que toi tu n'y arrives pas,
à ne pas boire, mais moi, je n'y arrive plus à supporter. Donc, Bon, si voilà. toi t'arrives- voilà. Et donc, dans cette mesure-là, il faut absolument trouver une solution. Oui, mais non, c'est là où je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que vous faites ce constat, très bien, mais ce n'est pas à vous de lui trouver une solution parce que de toute façon, ça ne marchera pas si c'est vous qui lui trouvez. Vous faites ce constat et je trouve avec beaucoup de bienveillance et je trouve en tant qu'ami, vous avez déjà beaucoup donné. Et il ne le mesure pas forcément, parce que lui, il est pris par ses problèmes. Vous avez, beaucoup donné là. Et à un moment, vous avez le droit de dire que vous ne pouvez plus. Et que de toute façon, vous ne pouvez pas, vous, lui trouver une solution, tant que lui n'accepte pas, déjà, n'admet pas l'idée qu'il a un problème, et que ça ne vienne pas de lui. Il admet, oui, mais enfin, vous me dites qu'hier, il est encore rentré, il avait perdu son portefeuille, son téléphone, ou je ne sais quoi. Bon, il se remet toujours dans des plans foireux. Donc, donc il admet, il vous dit oui pour vous faire plaisir, mais après il repart de plus belle. Non, mais je pense que en fait hier il était dans le genre. Hier c'était le genre. Enfin hier c'était j'ai plus. En gros, ma vie ne sert à rien. Il était très déprimé, quoi. Bon, c'est peut-être aussi nécessaire qu'il en passe par une phase comme celle-là pour se dire oui, j'ai vraiment besoin d'aide. Je vais mal. Mais ça, il le dit, il le formule, mais oui, il le formule, mais il fait rien derrière. Et puis tant que vous êtes là, vous portez caution à l'accueillir, à tout faire, après tout, voyez, vous n'êtes pas sa mère. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que je disais dans le message que j'ai laissé. Et même lui, il y a pas longtemps, il m'a dit mais t'es pas ma mère, t'es pas ma sœur, t'es une amie, mais t'es voilà. Bah ok, je suis pas ta mère, je suis pas ta sœur, mais dans ces cas-là, prends-toi. Parce qu'en fait, il y a un truc aussi qui se passe, c'est que par exemple, on se donne rendez-vous. Bon, par exemple, hier, on s'est donné rendez-vous sur la plage à 15h30, à un endroit précis, etc. Eh ben, il est jamais venu. Et des plans comme ça, il m'en fait. Mais vous pouvez pas lui faire confiance. C'est même pas contre vous qu'il fait ça. C'est même pas, c'est son fonctionnement, malheureusement. Vous voyez, c'est pas volontaire, c'est pas pour vous faire du mal, c'est qu'il peut pas faire autrement. Mais pour autant, vous, je trouve que vraiment, vous avez fait preuve de beaucoup de générosité vis-à-vis de lui. Bon, vous avez bon cœur, hein. Mais à un moment, ça peut pas continuer comme ça parce que vous avez le droit de ne plus pouvoir. Et peut-être que vous pourriez aller. Il y a des associations comme les Alanons qui aident un peu les proches. Ça serait peut-être que ça serait bien pour vous d'aller faire partie d'un groupe un peu de parole pour les proches d'une personne qui s'alcoolise, pour que vous preniez conscience un peu que vous avez fait déjà beaucoup pour cet homme et que vous ne pouvez pas décider d'une prise en charge, d'un sevrage à sa place. Ah ouais. Vous l'avez déjà beaucoup soutenu et je trouve que lui dire, comme vous le faites, avec beaucoup de gentillesse, de cœur et d'humanité, que ça devient trop dur à porter de le voir comme ça se détruire sous vos yeux. C'est aussi ce qui peut à un moment provoquer un électrochoc. Enfin, se dire même Cathy, qui depuis des années me soutient, n'en peut plus. Bon, c'est à un moment, vous colmatez des brèches, mais ça ne règle rien. Mon petit ami me disait, mais tu sais... Tu penses que ce que tu lui dis ne sert à rien, mais moi je ne suis pas convaincue parce que en fait, il me disait c'est l'histoire du verre qui déborde quoi. Il me dit à un moment le verre déborde et à ce moment-là peut-être qu'il va réaliser et faire quelque chose. Non mais il y a un moment que le verre déborde malheureusement et qu'il y en a un autre derrière qui suit vers. Donc à un moment il faut arrêter les frais aussi. Et les frais, d'ailleurs, à ce propos-là, il y a quelqu'un qui dit Yvan, attention à cette histoire de caution, parce que vous êtes solidaire des dettes du logement. Donc, faites attention quand même à pas vous mettre encore un autre loyer sur le dos. Clarifier un peu la situation. Et peut-être avec cet ami qui vit à Saint-Malo, en disant, écoute, si toi, tu prends la décision de l'héberger, bon, c'est ton droit. Mais moi, là, dans cette histoire, j'ai suffisamment donné et je me retire un peu de la situation. Et que vous vous consacriez à votre vie. D'accord ? Mais je ne sais pas si on peut se retirer. Voilà, la question aussi, c'était... On marque une pause et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Et la ligne est ouverte au 39 21 si vous désirez me parler. Alors Cathy... Oui, j'avais une question. C'était mais quand on est caution comme ça, qu'on s'est engagé, je ne sais pas si on peut se désengager, quoi.
Ça, je ne peux pas vous répondre. Là, il faudrait voir avec le propriétaire ou l'agence immobilière, enfin vous renseigner sur cette question. Ouais. Il faudrait peut-être voir, en tout cas, moi je pense que la question, elle est pas tant là d'ailleurs, elle est dans cette, comment dire, presque dans cette frénésie que vous mettez à soigner cet homme malgré lui. Il y a quelque chose de votre histoire à vous, hein. Vous me parlez de ce père, de votre père qui s'alcoolisait, où vous avez dû, enfant, vivre des choses très difficiles. Ah bah moi, à 15 ans, j'ai dit à mon père que je voulais plus jamais... Vous savez, j'étais à table en face, et je lui ai dit, écoute, j'ai une bonne chose à te dire. Je ne veux plus jamais te voir. Et je lui ai dit, tu m'entends? Plus jamais. Et de là, ça a été terminé. Je lui ai plus jamais parlé. Il a mis fin à ses jours, j'avais 33 ans. Et je ne lui ai plus jamais adressé la parole, en fait. Mais comment avez-vous fait? Parce que vous aviez 15 ans, vous étiez resté au domicile ou... Non, j'étais en pension à l'école, en fait. Et ma mère, à ce moment-là, a quitté le domicile conjugal. Oui, parce que votre mère, dans la situation, elle était passive, elle était, oui, jusqu'à la fin, dans les derniers moments où elle a commencé à se rebeller quand même, pas mal même. Et après, elle est partie, en fait. Elle est partie et 5 ans après, elle est décédée. J'ai perdu ma mère, j'avais 20 ans, en fait. Oui, c'est dur, hein. Donc, mais ma vie, Caroline, oui, votre vie est bien compliquée. Non, votre vie est bien. Je connais le côté joyeux de Cathy, de Persane, de Fuchsia, mais effectivement, vous avez une vie bien compliquée. Mais vous savez, je pense que dans ce que vous me dites de votre père, ou du haut de vos 15 ans, à un moment, vous osez l'affronter et lui dire à quel point derrière ça, on entend la douleur que vous ressentiez aussi, hein, parce qu'on n'en arrive pas à tenir de tels propos comme ça, à dire je ne veux plus jamais de voir. De fait, vous ne l'avez plus vu et vous avez appris qu'il a mis fin à ses jours à l'âge de 33 ans. Bon, c'est lourd tout ça, c'est lourd. Parce qu'on a l'impression, est-ce que dans cette façon de vouloir porter à bout de bras, littéralement, votre ami là, comme si lui, vous ne vouliez pas le laisser? Qu'il y a une peur, peut-être même inconsciente, mais si vous le laissez, qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce que ça va mal finir? Peut-être aussi parce que quand même, dans beaucoup d'années passées, on a quand même partagé, vécu des choses où il a été quand même vachement là pour moi. Entre autres, quand ma fille était petite et tout ça, il était pas alcoolisé comme aujourd'hui, quoi. Et donc, on avait un lien qui faisait qu'il était très, très présent. Il n'avait pas... aujourd'hui, il est rentré dans ce délire-là, mais... Bon, à l'époque... Oui, il a été à vos côtés, il vous a soutenu dans des moments difficiles. Même. Je comprends, mais vous aussi, hein, Cathy. C'était comme mon frère, quoi. Le frère que j'avais pas eu, et c'était comme un bout... Chacun, il avait... En fait, moi, je sais pourquoi je suis attachée aux deux personnes, celle qui est à Saint-Malo et lui, qui vient d'y arriver, là. C'est parce qu'on s'est... Moi, je peux l'expliquer très bien, en fait. C'est parce que tous les trois, on n'a pas de famille. Et en gros, on s'est construit une famille avec la famille qu'on n'avait pas. De cœur, voilà. Oui, mais pas si éloigné de la vôtre. Enfin, vous vous êtes retrouvés aussi sur des blessures communes. Et tout ça devient bien lourd à porter. Mais vous pouvez, vous savez, parfois aider. Vous parliez de solutions tout à l'heure. Aider quelqu'un, c'est aussi parfois reconnaître ses limites et dire je t'aime énormément. J'entends l'attachement que vous portez à cet homme et je le comprends. Mais c'est parfois aider, c'est parfois reconnaître ses limites et dire là je peux plus. Je peux plus parce que malgré toute l'affection que je te porte et justement parce que je t'aime, c'est insupportable de te voir te détruire comme ça. Donc c'est pas des paroles qui jugent, c'est pas des paroles qui blessent. Oui, parce qu'il me dit ça. Il me dit mais de toute façon, la dernière fois qu'il a bu, il m'a dit ça. Il m'a dit de toute façon, tu n'es que dans le jugement. Et toi, tu vois pas dans quelle violence tu es. Oui, voilà, mais c'est parce que là il est alcoolisé, donc et puis lui au fond il sait bien qu'il a un problème et donc évidemment le regard des autres et en particulier des gens qu'il aime est difficile à supporter. Mais dans les faits, je vous dis aider et aimer quelqu'un, c'est aussi parfois prendre conscience de ses limites et dire là j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir,
mais je ne peux plus parce que c'est trop pénible, c'est trop douloureux de devoir te détruire. C'est aussi dire, c'est parce que je t'aime que je peux plus supporter cette situation. En lui disant, soigne-toi, c'est la priorité, notamment s'il fait cette démarche à Pôle emploi pour qu'il retrouve un travail. Il faut aussi qu'il ait pu régler, et un appart, ce problème d'alcool. Donc c'est pas incompatible. Ça s'appelle un protocole en fait qui suit, et c'est avec une assistante sociale d'un côté et une personne du Pôle emploi en même temps. C'est un nouveau protocole apparemment qui est sorti récemment pour l'appart d'abord et le boulot après. Donc ça serait bien qu'ils mettent tout en place, c'est-à-dire en lui disant c'est le moment, saisis. Donc, ça comme il est quand même. Bon, c'est pour ça que là j'ai évité d'être trop dur aussi, dans le sens où il a quand même avant il faisait rien du tout. Alors c'est vrai que là il s'alcoolise, mais malgré tout il est quand même dans cette démarche. Donc je me dis... Donc mettez des limites. Mettez vos limites, sans culpabilité. Par rapport à votre histoire de caution, il y a Yvan qui dit il faut voir votre contrat lors de votre signature. Si vous êtes caution solidaire totale ou limitée, il faut voir votre contrat en fait. Et je remercie Gisèle qui a appelé le 3921. Ah, et j'ai plus sa fiche. Gisèle qui disait que la caution... Je retrouve plus sa fiche. Bon, j'arrive pas à la voir, sa fiche. En plus, je suis désolée, mais ce soir, je suis dans un hôtel et j'ai pas de radio. Je peux pas vous écouter là. Vous êtes dans un hôtel, pardon, et... Je n'ai pas la radio, donc je peux pas suivre. Oui. Non, alors que Gisèle a appelé le 3921 pour dire que la caution se libère au bout de 3 ans. Bah oui, c'est ça, mais automatiquement. Bon. J'ai des messages. Alors j'ai des messages aussi parce qu'on a Marie qu'on va accueillir au 3921 qui voudrait vous parler. Je vais vous lire quelques messages. Alors c'est Clément qui dit vous avez beaucoup subi et beaucoup donné. Peut-être est-il temps de penser à vous et laisser les gens régler leurs problèmes. Vous avez atteint vos limites, dit Clément. Et Margaret qui dit vous avez la chance d'avoir un ami présent et j'ajouterais très conciliant. Et finalement, vos deux ex envahissent beaucoup votre vie, surtout cet homme-là qui a ce problème avec l'alcool. Et Monica rejoint également Margaret en disant votre compagnon est vraiment de bonne composition pour accepter tout ça, à tolérer qu'un autre homme prenne autant de place dans votre vie. Même si on a bien compris, c'est pas. Mais elle a raison, Monica. Il prend tellement de place que, attention quand même à vous, et est-ce que votre compagnon actuel, à un moment, ne se sente pas négligé dans l'histoire? Vous négligez, vous, je trouve, et peut-être cette histoire naissante. On va accueillir Marie qui est avec nous. En fait, nos 1 an de relation, là. Justement, retourner les fêter et consacrer un peu plus de temps à votre histoire. Bonsoir Marie. Bonsoir. Voilà, alors, vous avez écouté Cathy et vous aviez un peu des choses à lui dire, je crois. Oui, moi je vais lui dire qu'il faut qu'elle avance et qu'elle... Je vous entends. Parce que moi j'ai vécu à peu près la même chose que vous. Moi, les week-ends, il prenait sa boisson et c'était pareil, c'était les colères. Il m'a jamais tapé dessus, mais il faisait ses colères, il hurlait... Et là, il a profité que je m'en aille quelques jours en vacances. Et par message, il m'a envoyé qu'il a trouvé quelqu'un d'autre. Pour moi, mais moi, on n'est pas ensemble, Marie, on n'est pas ensemble. Oui, mais peu importe. Enfin, si vous voulez, c'est les limites d'aider, et puis à un moment... Voilà. Moi, je suis pas ensemble, je suis pas avec lui. C'est-à-dire qu'on se voyait, on s'est aimés, tout ça. Mais je veux dire que il m'en a fait trop voir. Les week-ends, c'était des week-ends, mais... horrible. Cette boisson, c'était... il y avait que la bouteille qui comptait. Et pourtant, je l'aimais, je l'aime encore, mais du fait qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, je suis soulagée. Maintenant, je vais passer à autre chose. C'est pour ça qu'il faut avancer. Comme si vous vous sentiez responsable de cet homme. Quand vous dites vous êtes soulagée, au fond, dire « Ouf, quelqu'un prend le bébé ». Oui. Et c'est vrai que je suis restée 7 ans avec lui, mais c'était une galère, quoi. Oui. Parce que je l'aimais, j'essayais de lui dire de faire attention à la boisson, mais c'était moi qui étais malade, c'était pas lui. Mais Caroline, il y a une chose que je comprends pas, parce que pendant une semaine, la dernière fois que je suis venue à Saint-Malo, il
il était bien. Alors pourquoi il a été bien pendant une semaine et qu'après ça recommence? Oui, enfin là, Cathy, vous vous voilez un peu la face, quoi. Vous-même, voyez, je sais qu'il y a quelque chose, parce qu'il est bien il y a une semaine, vous prenez à espérer, les problèmes sont réglés. Ça serait bien si c'était comme ça, mais je crains que la réalité soit plus complexe. Visiblement... Non, mais je me dis, s'il peut pendant une semaine, ça devrait vouloir dire qu'il est capable. C'est pas aussi simple. Je trouve qu'en pensant ça, vous l'enferrez aussi dans son problème. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose d'un déni, de dire, oh, après tout, pendant une semaine, il a réussi à ne pas boire. D'abord, vous ne savez pas, il a pu s'alcooliser un peu, mais beaucoup moins que d'habitude, donc ce qui vous donne le sentiment qu'il est bien. Et puis l'alcool, de toute façon, vous savez, il y a différentes façons de consommer aussi. Même, et pour autant, le problème, c'est que même quand il boit pas beaucoup, parce que je l'ai parfois vu, voilà. En fait, c'est ce que me disait mon ami, quoi. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont l'alcool. Ça dépend des gens, quoi. Mais lui, il a l'alcool vraiment mauvais, quoi. Il devient très, très. Déjà, il est assez agressif quand même de caractère. Et ça amplifie. Oui, mais quoi. Ça, les réactions peuvent être très variables d'une personne à une autre. Malheureusement, quand même. Quand il y a une alcoolisation régulière, c'est rarement festif et joyeux, hein. Parce que même s'il n'y a pas d'agressivité, toutes les personnes n'ont pas des réactions agressives quand elles s'alcoolisent, il y a quand même souvent derrière ça un fond dépressif. Tout à fait, c'est ça. Bon. Moi, c'était pareil. Donc, on voit bien, Cathy, que vous cherchez à comprendre, à analyser, et finalement, par moments, c'est comme si vous deveniez un peu le soignant dans cette situation, et à un moment, pour vous, ça serait d'admettre que vous avez atteint vos limites. Alors peut-être aller voir une association, je vous dis les Alanon, qui aide les proches, et aller en parler un peu, parce que je crois qu'à travers ça, vous êtes en train de régler des choses de votre histoire personnelle. Et que c'est pour ça que ça vous déborde. Pour me sauver, là. Bon, alors donc, oui, mais il faut pas que ça soit juste un coup d'épée dans l'eau, hein. Faut vraiment prendre conscience. D'accord ? Et moi, je voulais dire quelque chose aussi. Oui, Marie. C'est que moi aussi, il s'arrêtait une semaine, 2 mois. Une fois, il a essayé d'arrêter 5 mois. Mais après, il a repris de plus belle. Donc, ils peuvent pas s'arrêter. Et surtout quand on leur dit, bon, tu bois trop. Non. C'est nous qui sommes malades. Non, moi non. Moi, il me dit que oui. Ah bon, que moi, il dit que je suis folle. Enfin, il vous dit que oui, Cathy, pardonnez-moi, hein, mais il vous dit oui, par moment, il vous dit ce que vous avez envie d'entendre, et puis après, il dit, finalement, il continue de plus belle, donc. Voilà. Mais j'ai entendu, un médecin alcoologue disait qu'il y avait le rapport à l'alcool était très différent d'une personne à une autre, et qu'il y a des personnes qui ne s'alcoolisent pas forcément régulièrement. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne sont pas alcooliques. Dans leur rapport même, il y a des personnes qui deviennent beaucoup plus vite dépendants que d'autres. Enfin, il y a plusieurs façons de s'alcooliser. Et ça, vous n'êtes pas spécialiste. Enfin, c'est pas à vous d'essayer, de voir pourquoi, comment, même si je comprends que vous essayez de comprendre. Mais à un moment, je vous dis, il faut aussi passer la main. Vous avez déjà beaucoup fait. Et malheureusement, pour lui, pour le moment, ça ne change pas. Vous pouvez lui redire une dernière fois en disant, là, je ne peux plus. Et vraiment, soigne-toi, saisis-toi de l'occasion où il a cette démarche en parallèle de recherche d'emploi, recherche de logement, qu'il essaye de se remettre sur les rails. S'il continue dans cette dépendance à l'alcool, il va mettre en péril tout le reste. Mais après, ça peut être aussi son choix, sa décision, hein. Oui, ça, vous n'y pouvez rien, malheureusement. D'accord ? Ouais. Bon courage, Cathy. Et merci beaucoup pour votre aide, hein, également pour votre témoignage, Marie. Merci, Marie. Bonne soirée, Cathy. Alors, une caresse à Fuchsia, qui est à côté de vous. D'accord ? Tout le monde va me reconnaître. Et allez un peu courir avec elle, enfin, sur la plage, ça vous changera un peu les idées. Ouais. Au revoir. Bon courage. Bon courage, bonne soirée. Voilà. Au revoir. Au revoir. Alors Cathy, dans son témoignage, s'interrogeait par rapport au comportement de son mari, quel lapsus, de son ami, qui parfois pouvait ne pas s'alcooliser pendant une semaine et ne comprenait pas comment finalement il pouvait arrêter comme ça et en même temps être dans cette dépendance. Je reçois un message
quelqu'un qui me dit j'ai eu une amie comme ça qui ne buvait pas pendant 3 semaines et puis qui en 48 heures s'alcoolisait de façon massive, excessive, au point de se mettre en danger. Oui, il y a plusieurs façons enfin, la dépendance à l'alcool ne s'exprime pas de la même façon selon les personnes et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un vrai problème de dépendance. Bonsoir Mathilde. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Question purement technique, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est parfait. Oui. C'est parfait. Et d'accord. vous m'entendez bien ? Moi, je suis dans l'intimité. Je vous entends très bien, mais j'entendais mal la chanson. Et comme je suis dans l'intimité de ma chambre, je me disais, est-ce que je parle assez fort ? Est-ce qu'on entend, quel dommage. etc. Vous avez raté Queen alors. Vous l'avez pas bien entendu. Je l'ai pas bien entendu et je suis fan de Queen en plus. Vous auriez dû le dire pendant que vous étiez en attente. Là, Fifi, vous l'aurez mis à fond dans le téléphone. Fifi me dit, on vous le remet si vous voulez. Non, mais je la connais par cœur. Bon, sinon il est 23h53, on va jusqu'à minuit. Hein. Alors voilà, pour être concise, je vais passer directement à l'Inkipit. Alors voilà, moi je suis bisexuelle, donc je l'assume, il n'y a pas de souci. Donc pour clarifier le fait que j'ai pu faire un transfert amoureux sur ma psychiatre il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans. Donc voilà, et maintenant que ce transfert n'est plus là, n'est plus présent, en moi ou dans la relation thérapeutique que j'ai avec ma psychiatre, je me rends compte que ça fait 7 ans que je suis avec personne, que ça fait 7 ans que je vis une solitude amoureuse et que j'ai dû, je sais pas, c'est mon interprétation très simpliste, mais peut-être compenser par ce transfert ma solitude amoureuse. Moi, je suis une grande amoureuse de l'amour en plus, j'ai eu des relations très passionnées par le passé. Donc, vous êtes toujours là, Caroline ? Oui, je vous écoute attentivement, bien sûr. D'accord. Et en fait, je vis une espèce de réalisation, de fracas, face à ces 7 années de rien, quoi, parce que ça peut paraître choquant, peut-être à l'oreille des auditeurs, c'est-à-dire, j'ai pas eu forcément de sexualité, mais je vous dirais, c'est même pas ça qui me gêne. C'est-à-dire que j'en ai eu une auparavant, épanouie, j'avais cette tendance à toujours aimer, quand c'était avec les hommes, c'était vraiment une forme de complicité que je recherchais, intellectuelle, affective et la totale, quoi. Et quand c'était avec les femmes, il y avait tout ça, mais il y avait aussi la recherche d'une forme d'altérité, c'est-à-dire qu'elles me ressemblaient très peu, c'est-à-dire par les goûts qu'elles avaient, bien sûr, j'ai bon goût, donc elles étaient toutes très intelligentes, très belles, etc., etc. Ça, c'est sûr. Et c'est pas forcément mon cas, donc tout est possible. Mais voilà, là, je prends un peu sur le coin de ma tête le vide assourdissant dans lequel je me suis mise. Je ne sais absolument pas si ça vient de moi, si ça vient des autres. C'est-à-dire que j'ai parfois des propositions, comme n'importe quelle jeune fille ou jeune homme, j'ai 32 ans, des propositions plus ou moins claires, plus ou moins explicites sur le possible intérêt qu'on peut me porter, etc. Et puis rien ne m'intéresse. Et moi, je suis en plus pas forcément la personne idéale. Je suis handicapée psychique. J'ai plein de défauts. Je suis pas non plus Naomi Campbell physiquement. Mais malgré ça, j'ai toujours pu être épanouie d'une manière ou d'une autre dans ce domaine-là. Et je ne sais pas, je viens de réaliser que ça fait 7 ans que je suis avec personne. Et ça m'effraie et ça me choque et ça me crée une souffrance que je trouve presque insurmontable. Donc j'ai appelé la Libre Antenne hier en disant voilà, j'ai le cœur très lourd. Il s'agit d'amour, il s'agit de tout ce qui compte pour moi. Moi, je suis pas isolée, j'ai des amis, j'ai plein d'activités. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un problème psychique qu'on peut pas vivre la vie à fond. Voilà. J'écoute vos messages, hein. Je l'ai entendu votre message, Mathilde, sur le répondeur. En plus, bon.
Alors, il y a deux choses. C'est curieux la façon. Enfin, il y a une chose qui m'interpelle là. C'est vous faites un lien que je ne comprends pas très bien en me disant que vous avez fait un transfert amoureux sur votre psychiatre et que vous découvrez que vous êtes dans une immense solitude affective. Et pourquoi ce lien? Quel rapport? Parce que pendant ce transfert amoureux et parce qu'il était très facile pour moi, ne connaissant pas ma psychiatre, dans une relation thérapeutique personnellement, de projeter tout ce que je voulais sur elle, de la voir, de l'idéaliser, de vivre des émotions. Et c'est de me rendre compte que j'ai pas eu d'émotions. Maintenant que ce transfert s'est écoulé de lui-même, du moment où j'ai essayé de travailler dessus avec elle. Donc, ce qui veut dire que vous n'êtes plus en thérapie aujourd'hui? Si, je suis toujours en thérapie avec elle. Et pourquoi vous dites que ça c'est vous avez dépassé ce stade du transfert amoureux sur elle? Bah oui. C'est ça? Bon, vous avez l'air un peu désabusé en disant ça. Ça avance votre travail. Ça m'occupait. Oui. Non, mais peut-être, mais ça. Oui, ça vous occupait l'esprit, ça vous remplissait. Oui, émotionnellement, oui. Vous savez, le transfert est la base de la thérapie analytique, quelle que soit sa nature. Là, il était d'ordre amoureux, il est souvent d'ordre amoureux, même s'il n'est pas forcément érotisé. Oui, c'est vrai. Mais le transfert, c'est ce qui va, à travers la personne, les sentiments projetés sur le thérapeute, c'est ce qui va en fait, est un élément essentiel de la thérapie analytique, puisque ça vient réactiver toutes les émotions, tous les sentiments qui ont été vécus dans notre vie par rapport à toutes les personnes qui l'ont traversé. Donc il est essentiel ce transfert. Vous le liez à votre bisexualité, à votre mais je pense qu'il est même plus vaste que ça. Et que c'est important déjà, semble-t-il, puisque vous en avez parlé avec votre psychiatre et que vous me dites, j'ai bien aimé d'ailleurs votre expression, je me souviens plus, j'aurais dû la noter. Vous m'avez dit je sais plus quelle est l'expression que vous avez utilisée. Genre il est foutu, enfin c'est pas dépassé que vous avez dit. Je me souviens plus. Bon, comme si vous lui avez tordu le cou, ça y est, à votre transfert. Voilà, ouais. Bon. Donc oui, c'est une image un peu violente, je sais pas, peut-être que je me rends pas compte. Oui, mais c'était intéressant parce que finalement, alors on en reparlera après le journal de minuit parce que ça m'intéresse. C'est-à-dire dans le cadre de cette thérapie, qu'est-ce qui fait, comment avez-vous travaillé et où en êtes-vous aujourd'hui dans votre questionnement? On se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite. Merci beaucoup Caroline, à tout de suite. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Reparti pour une belle heure de direct, minuit 9 sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte, bien sûr, comme tous les soirs, au 39 21. Et avec Mathilde, on va parler de transfert. Vous êtes là, Mathilde ? Toujours. Bon, alors, on m'a fait rire avec votre histoire de rire gentiment, vraiment pas du tout à vos dépens, avec votre histoire de transfert amoureux. C'est du. Est-ce que vous voulez, c'est une friandise là que vous m'offrez pour une psy, parler de transfert. Donc je vous remercie parce que c'est un sujet que toutes les personnes qui à un moment donné ont été en thérapie savent très bien de quoi vous parlez. Et vous m'avez. Moi pourtant, j'avais peur de vous ennuyer avec ce sujet. Ça ne concerne absolument personne. Ah oui. Vous n'ennuyez jamais un psy si vous.
Ah oui. Et cela dit, je trouve que c'est pas plus mal que vous n'en parliez pas à vos amis. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire ça au début, souvent de la thérapie. On en parle. Alors ça dépend des personnes, mais parfois, dans les débuts, les personnes en parlent beaucoup autour d'elles et beaucoup même de leurs séances. Et on se rend compte que c'est parfois un peu contre-productif, qu'il vaut mieux ne pas s'éparpiller. Non, mais je m'en suis méfiée tout de suite parce que, pardon de vous couper, excusez-moi Caroline, mais je m'en suis méfiée tout de suite. C'est pas quelque chose que j'aime à raconter. Vous voyez, même à vous, je me suis dit, je ne vais pas passer à l'antenne parce que c'est pas intéressant, quoi. Et c'est vrai que non, j'étais pas dans cette effusion d'avoir à en parler. Moi, je culpabilisais. J'avais l'impression que ça m'arrivait à moi toute seule. Et que c'était forcément un défaut de fonctionnement qui m'appartenait, quoi, et que je faisais quelque chose de déplacé. Moi, il y a peu de temps où j'ai arrêté de culpabiliser pour ça, quoi. J'avais vraiment l'impression. Parce que donc vous n'en parliez pas dans le cadre de la thérapie à votre psy. Vous n'osiez pas en parler. Fait un secret. Ouais, j'en ai fait un secret. Et vous avez osé lui en parler là récemment ? Récemment, ouais. C'est bien, c'est un tournant, ça. Oui, mais je dois vous avouer, alors vraiment, faut me croire, parce que je sais pas comment vous allez réagir, mais moi j'ai senti de la moquerie en fait, et j'ai pas l'impression que c'est une projection que je fais. C'est-à-dire que la seule chose que ma psy m'a dit, elle m'a dit, et alors aujourd'hui c'est un transfert de haine, et je me suis dit, pourquoi dit-elle ça, sachant qu'il y a une infirmière à côté d'elle et que j'ai une relation particulière parce que moi je fréquente un CMP en fait. Ah oui, d'accord. Un CMP. Oui. Et en fait c'est un travail d'équipe, donc je me suis dit tu vas en parler, tout le monde va être au courant, comme si on était dans un petit village. Même s'il s'agit de professionnels et de soignants, j'étais pas en phase avec l'idée qu'ils avaient l'habitude de ça, que forcément, c'est une banalité pour eux. Ça je m'en rends compte que maintenant, maintenant que je vous en parle un peu, et puis maintenant que... Oui, alors, et moi qui vous dis que vous m'amusez, vous voyez, mais ça n'avait pas du tout une connotation ironique dans ma bouche. Non, mais je ne suis pas paranoïaque. Il n'y a pas de souci, je suis pas trop susceptible. Croyez-moi, j'ai pas trop de fierté. Non, mais c'est important la façon dont vous l'avez vécu. Alors, c'est vrai que c'est embêtant. Vous êtes... même quand vous le voyez, c'est une psychiatre, c'est ça, la psychothérapeute. Oui, c'est ça, ouais. L'infirmière est présente à côté pendant les séances. En fait, le problème, c'est qu'il y a 3 ans de cela, alors cette psychiatre, donc c'est la première fois que je fais un transfert amoureux, j'avais eu d'autres psychiatres, hommes ou femmes, où il ne s'est rien passé de particulier, pas de cet ordre-là. Et là, c'est une psychiatre que j'ai eue donc il y a 6 ans, qui remplaçait au pied levé un départ à la retraite. Oui. Et quand je me suis rendu compte que j'avais cette forme de sentiment. Parce que le problème, la première fois que je l'ai vue, j'ai eu un coup de foudre et je ne savais pas que c'était ma psychiatre. Donc c'est un peu... oui, d'accord. D'accord. Déjà donc, même en fait, rien qu'en la voyant. Je me présente au CMP, voilà, pour vous expliquer les choses concrètement. Je me présente au CMP, quelqu'un vient de me dire bonjour en me serrant la main et en me disant vous êtes. J'ai un coup de foudre et là je me rends compte après présentation et après que la secrétaire intervienne que c'est la psychiatre que je vais avoir. Moi voilà, ça m'est tombé dessus sur le coin de la tête et c'était compliqué pour moi de réaliser, c'était compliqué. Et au bout de 2 ans, je lui ai dit, écoutez, je suis très mal à l'aise à l'idée de vous voir en tête à tête. Et elle a trouvé cette solution de mettre une infirmière qui... moi je le prenais comme une infirmière qui n'était pas un obstacle pour vous, forcément. Ça ne vous a pas gêné pour parler. Après, oui. Mais vous pouvez lui dire alors, vous pouvez lui dire que désormais... Elle n'entend rien là-dessus. Elle n'entend rien là-dessus, j'ai l'impression qu'elle a peur. Alors c'est peut-être que ma projection. Elle aurait peur de quoi ? Non, pas de sentiments ou quoi que ce soit. C'est pas du tout ça que j'imagine. Mais qu'elle aurait peur que, je sais pas, que je rentre dans les détails, ou est-ce qu'elle a peur de moi dans le sens où c'est une jeune psychiatre, elle a mon âge, il y a cette particularité aussi, donc elle a la trentaine aussi. Et oui, mais à un moment, elle s'est adaptée quand vous lui avez dit que c'était compliqué pour vous d'être seule en tête-à-tête avec elle. Elle s'est adaptée en proposant la présence d'un tiers, finalement. Oui, c'était très bienveillant, tout à fait. Ça m'a aidé. Et ça vous a aidé. Donc, de la même façon, elle pourrait s'adapter aujourd'hui, finalement. Vous voyez, elle en a tenu compte. Oui, parce que maintenant, ça me gêne.
Bah oui, mais c'est important de le dire. Dire finalement que vous êtes dans une relation aujourd'hui suffisamment installée, suffisamment en confiance et dans un transfert moins massif, ça c'est un peu moi qui le dis, pour pouvoir supporter ce tête-à-tête sans que ça soit anxiogène. Elle pourrait l'entendre, je pense. Elle n'entend rien là-dessus. Et ça fait très longtemps, ça fait 1 an que je lui demande. Mais vous lui demandez que l'infirmière ne soit plus présente ? Bah oui, je me sentirais mieux en tête-à-tête. Et pourquoi il faut lui demander pourquoi elle vous le refuse alors ? Vous pouvez lui poser la question. Elle ne me donne pas d'explication, elle me renvoie au moment où, surtout maintenant que je lui ai dit que j'ai fait un transfert amoureux il y a quelques mois, elle n'aborde pas cette idée du transfert amoureux, elle en plaisante et on ne travaille pas là-dessus. Et je trouve ça trop brutal pour moi. Enfin, je sais pas d'être susceptible ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un sujet important pour moi. Oui. J'étais vraiment très engagée dans ce transfert. Comme j'étais très engagée, par exemple, pour toute autre chose dans le traitement médicamenteux, c'est-à-dire que j'avais beau être schizophrène, moi j'ai toujours pris mon traitement, des choses comme ça, je suis assez entière, et de lui demander, c'est non, je pense que c'est mieux que telle infirmière soit là, et elle n'entend pas ma requête, et c'est devenu complètement conflictuel. Et le transfert, comme elle me dit maintenant, ça s'est transformé en transfert de haine. C'est pas ce que vous ressentez vis-à-vis d'elle. Absolument pas. Non, au contraire, c'est plus neutre. Enfin, c'est jamais tout à fait neutre, mais en tout cas, c'est plus passionnel, comme ça l'a été. Bah tout à fait. Il n'y a plus du tout cet imaginaire autour d'elle, ces rêveries, ces choses-là. Mais je dois avouer qu'il y a peut-être une pointe. Alors ça, je ne comprends pas, mais il y a une pointe de mépris pour la manière dont elle l'a pris. Cette annonce que j'ai dû faire, j'ai l'impression d'avoir commis un aveu. Elle sent peut-être, la haine est un mot trop fort, mais un peu d'agressivité. Ce qui arrive aussi dans tout. Enfin, il y a rien de, j'allais dire ce qui arrive. Non, il y a pas un protocole. Chacun vient avec son histoire, avec son vécu. Enfin, donc c'est pas obligé d'avoir un transfert massif sur son psy, d'ordre amoureux ou passionnel ou d'un attachement massif. Et c'est pas obligé non plus d'être dans l'agressivité ou dans la haine. Vous voyez. Mais au cours d'une thérapie, on peut éprouver un peu tous ces sentiments-là, puisque le thérapeute n'est qu'un miroir sur lequel on projette finalement beaucoup de choses que l'on a vécues précédemment. Et c'est ce qui permet d'ailleurs. Je voudrais souligner que on ne le dit pas assez, mais c'est très compliqué d'avoir affaire à un thérapeute pour le patient aussi. Parce que être confronté comme ça à tous ces sentiments mêlés, cette hybridation comme ça dans les émotions, c'est pas facile. Moi, je rejoins le terme de travailler sur soi, c'est du travail. C'est pas simple, quoi. Et moi, je pensais, en vous appelant, vous voyez, que vous alliez plutôt me dire... bon ben voilà, faut jamais prévoir, mais ou envisager des choses, de me dire mais si vous ne rencontrez personne, c'est parce que ça vient de vous, c'est parce que vous ne regardez pas assez, parce que etc. Mais par exemple dans ce fameux CNP, j'ai 2 infirmières qui m'ont fait comprendre, dont une avant son départ du CNP, qui m'a clairement fait comprendre, et ça c'était un moment hyper gênant pour moi. Qu'elle était intéressée par l'idée de me fréquenter, par exemple, à l'extérieur, maintenant qu'elle quittait le CMP, que c'était possible. Et on était dans le bureau de ma psychiatre, sur qui j'avais fait un transfert, dont je ne lui avais pas parlé. Et elle se faisait des clins d'œil, et j'ai dû juste jouer l'idiote qui ne comprenait pas ce qui se passait. Pour pouvoir fuir cette situation, ce rendez-vous que je n'avais pas prévu et qu'on m'a dit de passer la veille. Et il y a une histoire aussi avec une autre infirmière, etc. Donc je vois que le problème, ce n'est pas que je n'attire pas des gens, pas forcément des gens, mais pourquoi... Ma question, c'est vrai que là on parle beaucoup du transfert, mais ça doit être lié, Caroline. Je pense que c'est pour ça que vous passez du temps là-dessus. Mais c'est vrai que moi, ma toute première question, c'était pourquoi n'ai-je personne ? Pourquoi ça n'est jamais réciproque ? Pourquoi je n'ai pas cette... Les relations avec les autres sont compliquées. Vous me dites déjà de fait... Amicalement, non. Vous êtes suivi aussi par rapport à votre schizophrénie au CMP, c'est là où on vous prescrit le traitement, les neuroleptiques ? Tout à fait. D'accord. Tout à fait, ouais. D'accord. Ouais. Avec les amis, c'est plus simple. Il y a peut-être moins de projection, mais
Oui, j'ai de belles amitiés, j'en ai pas des milliards. Oui, c'est important. Mais j'ai des belles amitiés, des superbes conversations, des super moments. Je suis comblée sur le point de vue amical et c'est un domaine qui compte pour moi également. Hein. Bien sûr, oui, c'est important. C'est pas un vide affectif dans lequel vous vous trouvez. Vous avez des amitiés solides. Franchement, je suis pas isolée et franchement, pour fréquenter un CMP, pour voir des fois des gens que je côtoie et de voir dans quel état ils sont, je me sens assez chanceuse malgré tout, même si ma maladie est lourde, ma pathologie est lourde. Oui, mais vous l'avez accepté, ce qui est pas simple, et accepté aussi de suivre vraiment le traitement et de ce suivi en parallèle. Oui. Ça s'est déclaré à quel âge quand est-ce qu'on vous 26 ans. 26 ans. 26 ans, ouais. Et sur le plan familial, votre famille a accepté aussi ce diagnostic? Vous êtes entouré? Alors c'est bizarre parce qu'en fait ils sont vraiment très présents. Mais au départ c'était un peu compliqué parce que j'étais un peu l'enfant prodigue, un peu dans la famille, celle qui allait réussir, qui allait tout réussir dans sa vie, tout se passait bien, etc. Oui. Et la maladie est intervenue à un moment complètement inattendu, quoi. Pour eux, du moins, moi je le sentais venir depuis mes 18 ans, c'est bizarre, une fatigue, une dépression que je vivais, des antidépresseurs. À ce moment-là, j'étais bizarrement très isolée, c'est-à-dire l'idée de prendre des antidépresseurs, de ne pas le dire aux camarades d'université, de classe, qu'on est dépressif et tout ça, je le vivais comme une honte. Alors que, bon, c'est bête, c'est assez répandu quand même malgré tout en France, de prendre des antidépresseurs. Je me sentais vraiment beaucoup plus stigmatisée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'en parle pas à tout le monde. J'ai pas un t-shirt. Oui, vous avez raison, bien sûr. D'ailleurs, quand on vous entend, je me protège. Vous parlez de façon tout à fait intelligente, sensible. Les gens ne peuvent pas se rendre compte de la gravité effectivement de vos troubles, parce que aussi vous avez accepté le diagnostic et le traitement qui est lourd, qui est pas simple, mais ce suivi psychologique. Donc vous êtes, je dirais, dans un état où certainement, je sais pas, vous êtes d'une certaine façon un peu stabilisé aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Oui. Mais c'est vrai que je sais qu'il faut pas baisser la garde, quoi. Donc vous avez après, raison. ça me panique pas. Voilà, j'essaye de pas paniquer. Je sais que c'est grave. Je sais que c'est stigmatisé par beaucoup de gens, je sais que c'est méconnu, je sais plein de choses là-dessus. Je lis sur le sujet comme je lis sur plein d'autres choses. Mais c'est vrai que j'ai les épaules nécessaires pour me protéger. Oui, je trouve que vous faites preuve de capacité d'adaptation étonnante. Ce qui est j'imagine pour des personnes qui nous écoutent, qui peuvent avoir quelqu'un dans la famille touché par cette maladie, qui fait peur, encore, il faut bien le dire, ou des personnes qui sont elles-mêmes touchées donc par la schizophrénie. C'est très rassurant de vous entendre parce que ça monte et votre situation n'est pas un cas isolé, mais que en étant suivi, on peut tout à fait arriver à maintenir une vie, à avoir une vie sociale, avoir un secteur de vie tout à fait adapté et à pouvoir créer des liens avec les autres, ce qui au départ n'est pas facile avec cette maladie. Oui, et moi le je peux te dire, autres mes amis, personne n'est handicapé par le handicap psychique, et c'est vrai qu'ils l'ont su que très tardivement. Mais on n'avait pas imaginé, et après, j'ai eu des périodes. Après, je veux pas du tout idéaliser, montrer une image toute proprette de la chose. J'ai eu des périodes d'isolement, j'ai eu des périodes de dépression profonde, j'ai eu des périodes. Mais je sais pas, il y avait toujours ce truc qui me disait il faut que tu te soignes, il faut que tu prennes ton traitement, il faut. Je crois mais c'est vrai, en 6 ans, j'ai dû louper 2 prises de médicaments seulement. Vous voyez, c'était vraiment très important. C'était ma béquille. Bon, j'ai beaucoup investi les médicaments, mais parce que mon histoire fait que moi c'est vrai que j'ai eu des hallucinations auditives. Voilà, je vais en parler au cas où ça touche des personnes, parce que c'est vrai que quand je vous parle, j'ai pas l'impression de parler à la radio, donc c'est bizarre, j'ai l'impression de parler qu'à vous, donc maintenant de me dire que des gens écoutent, c'est bizarre. Mais votre témoignage peut aider et rassurer. Je pense à des. Mon épisode psychotique était très grave, mais les médicaments m'ont sauvé la vie. Bon, c'est un truc qu'on ne dit pas. Moi, je suis désolée, j'ai eu un épisode psychotique de 5 mois
où je n'avais pas conscience que j'étais donc dans un épisode psychotique. Oui, bien sûr. Je pensais que des télépathes fous, voilà, si je commence à parler du sujet en soi, on va se dire mais c'est dingue, quoi. Moi, j'avais l'impression qu'on me parlait de je ne sais où, etc. Oui, vous étiez téléguidé, qu'il y avait des voix qui décidaient pour voilà, qu'on me contrôlait, etc., etc. Bon. Oui, mais c'est très angoissant. Enfin, pour vous, il faut le dire aussi, c'est horrible. C'est terrifiant, c'est le mot. C'est une souffrance, vraiment. Moi, qui ai du mal à mettre en mots, par exemple, avec des gens qui sont pas forcément touchés, leur faire comprendre la tessiture de la souffrance que c'est, quoi, de se perdre à ce point, d'être dans ses croyances, dans cette terreur, le fait de ne dormir que 2 heures par nuit parce qu'on entend des voix et qu'on ne peut pas dormir pendant 5 mois, le fait par exemple, je n'osais même pas me regarder dans le miroir et que j'évitais tous les miroirs, que je me souviens encore de faire des trajets complètement alambiqués parce que je voulais pas me voir dans une vitrine, c'était de la folie pure, quoi. Mais c'est le signe du miroir, on en parle, c'est-à-dire l'impression de ne plus se reconnaître, et c'est terriblement angoissant de vivre ça. Et c'est bien d'en parler. Et c'est bien aussi de vraiment de dire oui, c'est grave. C'est une souffrance. En plus, quand elle s'accompagne d'une intelligence et d'une conscientisation de la chose après, ça ne règle pas la chose. Au contraire, ça peut faire émerger une souffrance de réaliser ce que c'est. Enfin, on réalise jamais vraiment, mais on se dit. Si, en tout cas, aujourd'hui, vous pouvez en parler de cet épisode psychotique et avec ce mécanisme hallucinatoire, et vous en parlez très bien, parce que vous en parlez de l'intérieur aussi en même temps. Ouais. Et j'ai fait une expérience vraiment que je souhaite absolument à personne. Mais voilà, faut en parler, quoi. Faut en parler et je sais pas, moi j'ai passé un temps fou à me stigmatiser, donc je m'interdis maintenant de le faire sans aucune difficulté, c'est-à-dire que ça va, ça coule, ça passe. En fait, le temps fait aussi son affaire, quoi. On se prend une dose de maturité assez dingue quand on passe par des expériences comme ça et quand on voit l'évolution et quand on fait confiance aux soignants et quand c'est dur de faire confiance aussi. Je veux dire une chose, bien sûr. Moi j'ai eu beaucoup de résistance au départ. C'était vraiment pas simple. Du fait de toutes vos projections, c'est très compliqué de faire la différence entre votre réalité interne, ce que vous percevez, et la réalité extérieure. C'est toute la difficulté dans cette maladie. Vous dites, vous aviez l'impression que... Oui, et puis des petites choses. Moi, je sais que je sortais à peine du phénomène hallucinatoire parce que les médicaments en 2 semaines ont fonctionné. On a trouvé tout de suite le bon traitement. Alors j'ai eu une chance folle, mais je voyais à chaque fois que je voyais un article, un schizophrène a tué sa voisine ou sa mère, etc. Je me suis dit c'est pas possible. Je vais encore passer pour ça. Si j'en parle, je vais encore passer pour ça. On est des meurtriers, on est des ci, on est des ça. Enfin, on passe par cette phase-là où on se dit comment malheureusement parler de la gravité de la chose en dédramatisant la chose. Oui, vous avez raison. Vous avez raison parce que malheureusement, la schizophrénie est souvent évoquée lors de faits divers terribles, il faut bien le dire, où un schizophrène en période de crise délirante s'en prend à autrui et de façon souvent extrêmement violente. Mais c'est une infime minorité. Il y a beaucoup de personnes qui, comme vous, sont atteintes par cette maladie et qui ne s'en prendront jamais à personne. Parfois eux-mêmes, il faut aussi le dire. Parfois dans ces crises, elles sont d'une telle violence que c'est à eux-mêmes qu'ils peuvent s'en prendre tellement c'est insupportable. Mais c'est vrai que l'image qui est véhiculée dans les médias est très angoissante. Parce que c'est à l'occasion, malheureusement, d'un fait divers qu'on en parle. C'est important d'entendre des témoignages comme le vôtre. Et d'ailleurs, ça rejoint, j'ai reçu, je ne sais pas s'il est à l'écoute ce soir, mais un monsieur qui m'a envoyé un livre, alors j'ai plus le nom de l'auteur, mais qui s'appelle La poire en bois, et qui lui, à travers ce livre autobiographique, parle de la schizophrénie, mais c'est pas lui qui en est atteint, c'est son frère. Et qui parle aussi de quel impact ça a sur les proches, et en particulier dans la fratrie. De grandir avec ce sentiment d'étrangeté qui n'est pas en soi-même, mais à travers cet autre finalement, qui est aussi une part un peu de soi-même. Ouais.
Mais moi, ça m'a tellement fait avancer par rapport à mes rapports avec ma famille. C'est-à-dire que la déception était telle pour eux. C'est-à-dire, j'avais l'impression que tous leurs rêves qu'ils avaient pour moi s'écroulaient, mais qu'en même temps, tous les rêves qu'ils avaient pour moi faisaient que je ne coupais pas le cordon, que je pouvais être très mature sur certains points et que je pouvais être complètement immature sur d'autres. Et avec comme on dit en anglais, ce work in progress, ça fait que, oui, ça remet tout en question, mais on peut s'en saisir en tant que ça peut être salutaire, quoi. C'est très difficile, mais c'est vraiment extrêmement difficile, mais c'est aussi la possibilité de remettre tout en ordre, tout en place, sans que ce soit parfait. Mais je veux dire, oui, on traite des liens avec les autres, oui, on travaille sur soi, oui, on traite les liens avec les soignants. Et oui, c'est complexe, et oui, voilà. Et c'est vrai que moi, je m'accompagnais de lectures, je voulais m'informer, je voulais être consciente de ce qui se passait. On me le conseillait pas forcément, d'ailleurs. Mais moi ça m'a aidé et maintenant je peux pas dire que c'est comme ça, en fait c'est comme ça. Et moi j'ai tendance à dire, pas forcément dire que je suis schizophrène, mais je dis souvent que la schizophrénie me traverse. C'est pour dire que c'est une composante bien sûr immense, mais il y a des composantes immenses aussi qui jouent à côté et il faut pas les négliger, quoi, pour autant. Et j'ai pas envie particulièrement, mais je vais dire à peu près sur tout, que ce soit la sexualité, l'amour, le travail, etc., qu'on me mette des étiquettes. C'est important de se mettre l'étiquette au départ parce qu'il faut bien se mettre sur les rails. Mais je m'en détache petit à petit, c'est-à-dire que je n'en fais plus une obsession. Je ne veux pas faire d'une obsession cette maladie. Je n'ai pas envie qu'elle me freine. Et c'est justement parce que je fais avec qu'elle me freine moins maintenant. Et je m'adapte. Voilà. Simplement. Je vous remercie vraiment pour votre témoignage. Je vous écoute avec beaucoup d'attention et d'intérêt parce que on apprend. Moi, j'ai la première à travers vous, à travers vos témoignages, et c'est vrai que je trouve que vous contribuez à sortir un peu des préjugés, des choses si négatives véhiculées autour de cette maladie. Je vais utiliser un terme un peu convenu, mais c'est très stigmatisant, et je trouve que c'est important de vous entendre, de dire que on peut vivre avec cette maladie qui est lourde, vous ne le niez pas, mais il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit admiratif de cette jeune personne pour son intelligence et sa lucidité et son expression si limpide. Je trouve qu'avec des témoignages comme le vôtre, ça permet aussi de sortir des clichés véhiculés autour de la schizophrénie. Vraiment. Et vous avez fait un travail aussi incroyable sur un plan personnel. Mais Caroline, là, je sais que ça fait longtemps que je suis avec vous et que vous allez sans doute passer à notre auditeur maintenant. Mais je rêvais d'avoir vos conseils. Ouais, je rêvais d'avoir vos conseils parce que voilà, je suis pas que schizophrène, je suis amoureuse de l'amour aussi. Donc voilà, et je pense qu'on peut avoir une vie amoureuse épanouissante malgré tout, parce que les gens, quand on leur explique, ils comprennent, quoi. Faut juste trouver le bon moment, faut trouver, il y a plein de choses, il y a plein de normes, il y a plein de codes, mais je veux dire, il y a rien d'impossible là-dessus pour faire du lien. Je suis profondément humaniste, donc moi je sais que j'aime les gens, donc et j'ai pas ce rapport de détestation au monde, comme c'est devenu un peu à la mode maintenant, mais en tout cas de méfiance, parce que il est tellement compliqué dans cette maladie de faire la part des choses entre la réalité interne et la réalité extérieure, et vous avez raison de dire que les traitements sont indispensables et aident et permettent de ne plus être aux prises avec ces phénomènes hallucinatoires, donc déjà de revenir dans la réalité et de permettre de créer des liens, parce que ça c'est très important, c'est-à-dire vous êtes à même de créer des liens. Et si vraiment quelqu'un écoute la radio et est touché plus ou moins, est touché par la schizophrénie, par un phénomène d'hallucination, etc. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais vraiment, les médicaments ce n'est qu'une béquille, ce n'est pas tout, mais sans cette béquille, il n'y a rien. Apprenez à faire confiance des bénéfices de cette prise de traitement, cette prise régulière, et
c'est essentiel. Et je sais qu'en schizophrénie, moi c'est ce qu'on me dit. On me dit les schizophrènes, ça fait partie de la maladie, le fait de se détacher des médicaments, etc. Alors moi je n'ai jamais eu ça. Oui. Alors c'est quelque chose que je comprends pas. Moi je me suis toujours appuyée dessus. Je sais pas, je n'ai pas eu ce souci-là. C'est-à-dire que moi, de fait, de suite, c'était pas négociable, quoi. Je prenais mes médicaments. Et est-ce que c'est parce que je prenais des antidépresseurs avant qui fait que peut-être que vous avez senti aussi le soulagement que ça vous procurait par rapport à cette crise psychotique qui avait été tellement violente et tellement terrible pour vous. Oui, traumatisante. Et quand j'ai retrouvé mon intégrité psychique par les médicaments, à part me dire que ça m'avait sauvé la vie, je me disais pas grand-chose, quoi. C'est une telle terreur de plus appartenir, de ne plus avoir sa tête, de ne plus avoir. Alors moi j'avais ce qu'on appelle des hallucinations intérieures et extérieures. Vraiment j'étais complètement surmenée et c'était auditif surtout. C'était des voix. C'était pas visuel. Vos hallucinations. C'était auditif. Non, c'était pas visuel. Non, j'ai jamais connu ça. C'était des voix, mais je veux dire, il suffit que ce soit des voix pour que ce soit terrible, quoi. Donc j'étais en peine. Je n'ai jamais rien vécu d'aussi difficile que ça. En fait, c'est tout. Je n'ai rien vécu d'aussi. Oui, vous avez prononcé le mot. C'est terrifiant de ne plus appartenir. Ah, mais même de sentir certaines personnes comme ça schizophrènes disent que leur corps, enfin elles sentent même des modifications à l'intérieur de leur corps qui n'existent pas en réalité, mais comme si il y avait des modifications physiques ou parfois ça va jusqu'à des membres, les sensations que leurs membres se détachent de leur corps. Enfin on est vraiment dans une dépersonnalisation terrible, effrayante. Et c'est effrayant. Et c'est là où vous avez eu cet appui, vous êtes ancré dans cet appui des traitements qui vous ont permis de sortir de cette phase-là. C'est vrai que c'est pas le plus fréquent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, et ça fait partie de cette pathologie, ont une résistance au traitement parce qu'il y a des effets secondaires qui sont pas négligeables évidemment, et c'est pour ça aussi qu'il existe. Oui, forcément. 45 kilos en trop. Les neuroleptiques, les tremblements, j'ai aussi ça, mais rien n'était comparable pour moi à la joie d'avoir retrouvé mon intégrité psychique. C'est-à-dire que j'ai juste tout accepté pour juste connaître la tranquillité dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que moi, je me mettais à m'allonger, à me dire c'est super, il y a le silence, quoi. Je commençais à goûter la vie. C'était pas pareil avant et c'était pas pareil après. Mais après avoir connu ça, c'était presque comme si je préférais après. Même s'il y avait les médicaments, même s'il y avait le poids, même s'il y avait tout ça. Je sais pas, mon point de vue et ma nature me poussait à me dire maintenant tu goûtes les choses. Parce qu'elles t'ont manqué terriblement, elles sont complètement échappées. Oui, savourer ce retour au calme finalement. Ah oui, c'était ce retour au calme était mieux que le calme en soi. Et je goûtais tout ce qui se passait. Et bien sûr, ça a été progressif et on parle de soins sur des années. Et bien sûr, par exemple, moi, j'ai complètement fait le deuil de l'idée d'une guérison miraculeuse qui fait que je ne vais plus prendre de médicaments. Il est bien entendu que mon traitement est sans doute un traitement à vie. Et même sûrement, et qu'il y aura toujours le fait d'aller voir un psychiatre, le fait d'aller voir... Mais c'est entendu et je me sens protégée comme ça et ça fait partie de ma vie et c'est comme ça. Ce n'est pas négociable pour moi et je n'en fais pas. Disons que la résistance que j'avais point de vue des soignants quand j'ai commencé à côtoyer un CMP, etc. Et cette résistance que j'avais à vouloir connaître l'hospitalisation complète était un problème de confiance, mais pas vraiment de confiance. Un manque de confiance dans le soin, c'était un problème de personne, c'était plus subtil que ça. Mais par rapport aux soins et au fait de pouvoir améliorer les choses, etc., j'ai toujours eu une nature optimiste, une nature battante dans mes études, dans plein de choses, et ça m'a fondée, bien sûr. Et ça m'a construite, et je ne me suis jamais dit que j'allais renoncer à ça. Et comme tout ce que j'ai traversé ne fait
je ne renonce en rien à mes lectures, à mon livre lu tous les jours, par jour, un livre par jour. Oui, parce que j'allais vous demander, vous suivez actuellement une formation ou c'était compliqué? À un moment, vous avez mis ça entre parenthèses, enfin, une perspective. Alors, j'ai mis ça entre parenthèses, en fait. Il y a heureusement dans ma région un clubhouse qui va ouvrir et que j'attends avec. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, vous devez connaître sûrement, Caroline, cette organisation, vous savez, ce lien qu'ils font entre le soin et la remise dans un milieu ordinaire en travail, etc. Oui. Alors, je suis juste en train de le faire maintenant parce que moi, je sors d'hospitalisation, d'une hospitalisation très longue de 10 mois, parce que socialement, je me mettais en danger. Alors, c'était pas mon corps, je me mettais pas en danger par rapport à des scarifications, ce genre de choses. C'était vraiment, j'avais cette obsession de me rendre malheureuse, en fait. Donc d'où cette hospitalisation et d'être un peu protégée de vous-même. Tout à fait, d'avoir des soins un peu plus intensifs. Mais c'est important que vous ayez cette perspective-là, de pouvoir être dans un milieu protégé, mais pouvoir aussi être dans... Parce que pour votre vie sociale, c'est important aussi. Ah, ça c'est essentiel, Caroline, vous avez bien raison. C'est essentiel. Moi, je veux avoir... On en vient à aimer la banalité des choses, vous voyez. Moi, quand j'ai reconnu le métro boulot dodo, vous voyez, mais c'était métro soin dodo. C'est tellement juste ce que vous dites. Là où finalement la plupart d'entre nous en ont marre de la banalité, là pouvoir à nouveau savourer ça, c'est-à-dire ne plus être en proie à des crises d'une violence aussi terrible. Vous le dites très bien. Vous savez, je reçois avant qu'on se quitte beaucoup de messages pour vous que j'ai quand même très envie de vous lire parce que ça dit beaucoup de choses. Un message qui vient d'arriver. Magnifique et lumineux témoignage de cette jeune femme, Coco, qui dit vraiment merci à cette jeune femme d'avoir eu le courage de témoigner. C'est un beau message d'espoir et ça permet de mieux comprendre cette maladie. Alors vraiment merci à elle. Il y a Charevax aussi qui dit bravo à cet échange qui nous permet de mieux connaître la schizophrénie. Exceptionnel, dit-il. Il y a Coralie et Margaret d'ailleurs qui dit vous en parlez tellement bien et forte de votre expérience, peut-être que vous pourriez, il y a des conférences sur le sujet avec des intervenants, les psychiatres peuvent en parler, mais de l'extérieur, mais c'est vrai que vous, votre témoignage, un vécu comme ça de l'intérieur, elles disent vraiment ça pourrait faire avancer aussi les choses et faire tomber un peu tous les préjugés autour de cette maladie. Il y a Frésia qui dit quelle intelligence, c'est voilà des messages. Oui, et de personnes qui vous ont écouté avec beaucoup d'intérêt parce que ça les a beaucoup éclairés. Vous qui pensiez que ça n'allait pas. Oui. Ouais, voilà. Si, ça me touche énormément. Écoutez, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie beaucoup d'avoir abordé ce sujet parce que c'est peu abordé, en tout cas pas de cette façon. Il y a quelqu'un qui le dit de façon très lumineuse et ça apporte beaucoup d'espoir, je trouve. Donc merci beaucoup, Mathilde. Merci super. Et plein de bonnes choses à vous pour la suite. Merci infiniment, Caroline. Bonne continuation. Au revoir, Mathilde. Au revoir. La Libre Antenne sur Europe 1. Caroline Dublanche. Un cœur qui bat au milieu de la nuit. Je sais que Fifi adore ce long jingle. C'est vrai qu'on entend comme le bruit d'un cœur et c'est assez fascinant comme ça au cœur de la nuit. C'est Gisèle qui est avec nous maintenant au 39-21. Bonsoir Gisèle. Écoutez, enchantée de vous avoir en ligne. Je vous admire beaucoup. Je n'écoute que depuis 2-3 semaines votre émission. Oui, c'est ce que m'a dit Paul. Oui, bienvenue. Admirative de vos interventions. Et c'est gentil. De la justesse de vos propos, la douceur avec laquelle vous dites les choses, mais des fois vous devinez des choses en filigrane et je suis très admirative du travail que vous faites avec les gens, avec les personnes que vous avez en ligne. Écoutez, merci beaucoup, ça me va droit au cœur, merci. Et en tout cas, je suis ravie. C'est bien d'avoir des nouvelles auditrices comme ça. Oui, il y a des changements de vie des fois. Et alors maintenant, je vais avoir un peu plus de temps pour écouter la radio le soir. Bon, écoutez, j'espère que c'est un changement de vie
plutôt positif pour vous, qui vous amène vers nous. C'est toujours positif. Je voulais intervenir, il me disait que c'était important, c'était la personne qu'on avait écoutée tout à l'heure, qui aidait une personne qui Cathy m'a dit Paul, voilà. Oui, vous vouliez, qui voulait aider un ami qui avait beaucoup de problèmes avec l'alcool. Déjà, voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai eu aidé en étant moi-même dans le milieu autrefois, parce que j'ai fait ce métier, autrefois j'étais dans le milieu, j'étais auxiliaire auxiliaire de en vie psychiatrie, donc oui, d'accord. J'ai voulu aider mon cousin qui était toxico. Et je l'ai amené à Paris, je l'ai amené chez des patrons en médecine que je connaissais bien, j'ai fait plein de choses. Ça s'est retourné contre moi. Donc on ne peut pas, quand on est proche, on n'arrive pas à aider. J'ai mis longtemps à le comprendre parce que je faisais un travail sur moi. Donc on ne peut pas aider, elle est très proche et elle ne peut pas l'aider. C'est ça qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne peut que culpabiliser. Et elle est enfermée pour moi dans une relation d'amour qui s'est arrêtée. C'est un peu son petit, c'est un peu son père, c'est un peu plein de choses. Oui. Et c'est un peu où il va descendre très bas et à ce moment-là, il va lui arriver quelque chose et les gens vont arriver à l'aider. Mais pour l'instant, ou même il va ce que disait l'autre dame, il va s'éloigner d'elle parce que moi, mon cousin Germain, je ne le vois plus. Puisque j'ai dit à la famille, c'est grave, il est en réalité toxico, c'est pas des douleurs, c'est pas neuro, je l'ai fait voir dans un service neuro, il faut le faire un sevrage, c'est très grave, toute la famille est tombée contre moi. Et elle ne voulait pas entendre, ça les angoissait trop, ce diagnostic, finalement. Pour dire que c'est après, à travers des épisodes où il a fait des tas de bêtises, qu'il est descendu dans la toxicomanie, il s'est drogué, il a attaqué les gens pour prendre de l'argent, enfin tout le cycle infernal, la drogue, voilà, il est allé très bas, et est arrivé la famille, finalement, mais moi j'avais dit les choses 7-8 ans avant, mais quand on est partie prenante, on ne peut pas, et moi je l'ai travaillé, ça, et ce que Cathy ne sait pas, c'est que cet homme, elle est partie prenante, et qu'elle a beau vouloir l'aider, elle s'épuise et que pour moi, il faut des personnes extérieures et il faut qu'il avance dans sa chute, puisque mon propre cousin, c'est quand il a été beaucoup plus bas, qu'il a été aux prises et qu'il s'est retrouvé aux prises avec les gendarmes, avec plein de choses. Oui, parfois c'est la justice. Quand on est dans ces problèmes de toxicomanie, ça peut aller... Dans des soins et qu'il a été malade, il a eu une hépatite. Voilà, et malheureusement, on ne peut pas empêcher et on est dans une relation de culpabilité. C'est ça que je voulais. J'ai l'impression qu'elle avait cette relation de culpabilité parce qu'elle en parlait beaucoup. Et je me suis dit, mais elle est dans la culpabilité. Elle est complètement dans la culpabilité. Oui, on sentait qu'elle se sentait très responsable de cet homme. Voilà, tout le monde lui donnait des conseils, on lui disait éloigne-toi de toi, et elle ne pouvait pas. Et moi, je ne pouvais pas. Et on ne peut pas parce qu'on a l'impression qu'on doit faire les choses. Et j'ai eu aidé aussi une autre personne aussi comme ça qui était un ami. Je savais même pas du tout qu'il était lui. Il buvait un petit peu. Je savais pas. C'était un ami d'amis. Dans les gens venaient à moi et j'ai su après. Même toxique aussi. Et il a eu le sida. Et à un moment, moi, j'ai su arrêter. J'ai dit là, je peux plus. À l'époque, moi, j'ai dit moi, je peux plus. Il faut vraiment qu'il y ait une structure. Je vais pas pouvoir. Et j'ai su. Mais à l'époque, je faisais aussi. J'ai su la deuxième fois dire là, je peux pas aider. Et là, je pense il me semble qu'elle y pense beaucoup, elle était coupable dans son hôtel, et elle s'envahit la vie. On s'envahit, on y pense beaucoup à ces personnes-là. Mais malheureusement, c'est pas comme quand on travaille dans une structure ou quand ils sont eux pris dans une structure et qu'on les aide. Bien sûr. Là, on peut cheminer. On est soignant là, et c'est vrai que vous avez raison, Gisèle. On ne peut pas être soignant quand on est... Enfin, dans ce type de dépendance, parce que dans d'autres maladies, on sait bien qu'on parle d'ailleurs beaucoup des aidants familiaux, mais on ne peut pas soigner au sens thérapeutique du terme quelqu'un qui est dans une si grande dépendance quand on est pris dans l'affect, finalement. Et ça va aller dans l'amour ou dans la haine. Ça peut aller par le voilà, c'est qu'elle risque de le perdre. Votre cousin, vous dites que la famille, quand vous avez dit... Je ne le vois plus s'est éloigné de vous. Oui. Après, ça a été une histoire familiale pas possible. J'ai dit à ma grand-mère, ma tante, il a fallu que je paye le billet de train. Moi, ils se droguaient dans ma chambre, ils m'ont ramené de la drogue de Montparnasse dans des canettes. Oui, c'est fou. Famille, c'est très très grave. Ça vous mettez vous-même dans une situation presque de danger. Oui. Et puis il va au devant. Mais les familles sont souvent dans un déni, parce que c'est très dur, surtout pour des parents, d'admettre que leur enfant est malade finalement, d'une certaine façon.
Oui, mais Mel, elle était dans le déni aussi parce que tout le monde lui disait qu'elle voyait, j'entendais tout à l'heure. Moi, je me rendais même pas compte qu'elle veut l'aider, mais on n'arrive pas. Il faut savoir qu'on ne peut pas, quand on a un lien, on pourra être là si l'autre fait quelque chose et lui dire je serai à tes côtés. Mais on ne peut pas aider quand on a un lien. Parce que ça passe par ou de l'amour, ou de la haine, ou du trop, et l'autre va vous envoyer ça. Ben oui, parce qu'à un moment, on peut se sentir trahi par le fait que l'autre c'est ce qu'a dit l'autre dame, va dans notre sens, et puis voilà. que c'est pas possible. Et en fait, c'est ce que je lui disais à Cathy, je sais pas si vous avez entendu, que il faisait pas ça contre elle, elle lui avait donné un rendez-vous, il n'était pas venu, et puis c'était souvent comme ça. Il est dans l'échec, affectif, il est dans l'échec, lui il est dans l'échec, dans la descente. Donc, où elle va descendre avec, où elle va s'en éloigner, où il va la rejoindre. Mais ça va finir toujours par quelque chose de difficile. C'est dommage qu'elle vous entende pas, parce je me rappelle maintenant, elle disait que dans sa chambre d'hôtel, elle avait pas la radio. C'est ce que j'ai dit au monsieur, j'ai dit, mais elle n'aura pas sa radio, donc elle n'entendra pas mon témoignage. Peut-être en podcast, on pourra lui dire qu'elle vous écoute. Elle pourra réécouter l'émission en podcast. Oui, surtout qu'elle se protège, qu'elle sache qu'elle ne pourra pas le sauver. Elle pourra s'il va vers des soins. Mais il faut qu'elle apprenne à se protéger pour protéger la relation, qu'elle a de saine. Voilà, il faut qu'elle se protège. Oui, c'est très juste ça. Pour pouvoir être là pour lui après. La façon d'être là encore pour lui, c'est de se protéger. Et peut-être que moi, à l'époque, j'ai aussi trop frontalement dit les choses à ma famille. J'aurais dû me protéger, peut-être attendre un peu, peut-être... À l'époque, j'étais plus jeune. Moi, j'avais 26 ans. Oui, puis vous étiez confronté à quelque chose de très lourd. Et puis, en même temps, avec le recul, oui, on se dit toujours qu'on aurait pu faire autrement. Mais sur le moment, vous vouliez... c'était une façon de le protéger aussi, de dire ce qu'il en était. Le médecin qui m'a dit, je l'hospitalise tout de suite, je fais un placement d'office, je coupe la famille, je le sauve. C'était un grand monsieur, c'est le grand monsieur de la salpêtrière de médecine interne. Hein. D'accord. Donc c'est l'actuel patron qui est très très bien. Et qui s'occupe plus particulièrement parce que vous dites médecine interne, mais il s'occupe aussi des problèmes de toxicomanie. Je l'ai envoyé là parce qu'il avait des syndromes de douleur, vous savez, de manque. De manque, bien sûr, c'est terrible, donc, oui. Voilà, et lui, il l'a pris en consultation, ce qui était extraordinaire, parce que moi, étant de la salpêtrière, j'ai pu l'aider. Et c'est monsieur Jean-Charles Piette, c'est extraordinaire. D'accord. C'est le remplaçant de monsieur Gauthier. C'est un homme très simple. À l'époque, il était déjà très bien. Je pense qu'il est toujours très bien. Bah oui, il a encore plus d'expérience. Donc, oui. Il m'a dit un conseil, parce qu'il était proche de moi, il faut faire quelque chose. Ce n'est pas neurologique. C'est un syndrome de manque. C'est quelqu'un qui est très toxico et qu'il faut hospitaliser d'office. Et oui, heureusement qu'il y a parfois justement, d'où la nécessité de faire appel à des personnes extérieures qui ont un regard professionnel. Ça ne veut pas dire dénué d'empathie, mais professionnel. C'est ce que dit Charivax d'ailleurs. Il dit parfois, en plus on aide, plus au fond la personne, il dit s'envole, mais enfin se fuit, parce que quand on le met face à une réalité qu'il ne veut pas voir, la personne peut fuir, et il dit c'est vrai qu'il faut des pros parce que c'est tellement dur pour nous les proches. Mais et votre cousin, alors vous avez des nouvelles aujourd'hui? Vous savez comment il va ou plus du tout? Ce qui est très très bizarre, c'est que le grand patron de médecine interne, qui était très, vous voyez, vous donnez un conseil d'agir, mais j'aurais dû à l'époque, mais moi j'étais pas encore assez. Vous étiez très jeune, J'aurais dû avoir un deuxième conseil de psychologue qui m'aurait dit attention, quand vous allez dire ça dans la famille, allez-y doucement. Oui, je n'avais pas toute cette expérience. Oui, mais vous avez fait beaucoup. Enfin, je trouve que vous l'avez déjà mis ce garçon entre de bonnes mains aussi. Mais déjà. après tout s'est révélé, j'avais raison. Sauf qu'il a eu entre-temps, il a attrapé une hépatite C parce qu'il s'est piqué. Et si j'avais, à l'époque où moi j'avais fait le signal d'alarme, il n'avait pas l'hépatite C. Bon, il s'est soigné, mais voyez, malheureusement, oui, c'est ça. Et après, c'est très difficile pour ces personnes qui, quand elles apprennent il y a le VIH, l'hépatite C. Enfin, heureusement, il a pas eu. On a fait des progrès sur l'hépatite C aujourd'hui, d'ailleurs. Heureusement. Oui, il est guéri, il a fait un traitement, mais non, mais pour vous dire que là, son amie, elle veut l'aider, mais l'alcool aussi peut s'abîmer le corps. Oui, oh là là. Il y a plein de choses. Il faut qu'elle se protège parce que moi, je sais que ça a été après. J'ai été très étonnée. On est très étonnés du retour qu'on a et on est meurtri, quoi, parce qu'on est coupable et on est coupable en plus. Elle va sûrement le vivre. C'est ce sentiment de culpabilité. Mais je suis très sensible à ce que vous dites aussi par rapport à la réaction parfois familiale qui
presque vous en veut, d'une certaine façon, de les confronter à une réalité qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne peuvent pas voir, parce que c'est trop difficile. Et c'est vrai que du coup, il y a quelque chose, vous dites, on est meurtri, oui, parce que vous étiez dans cette démarche d'aide, et qui a été au final salutaire d'ailleurs pour votre cousin, donc vous avez bien fait. Mais en revanche, il ne faut pas s'attendre de la part de l'entourage familial à avoir des remerciements. Ça peut être l'inverse qui se produit. Mais je pense comme vous, mais comme elle ne peut pas s'attendre à avoir de remerciements, moi je n'en attends pas de mon cousin, et je n'en attends. Elle ne pourra pas en avoir de son ami. Et je crois que ces personnes-là, parce qu'en plus quand on aide quelqu'un, il faut savoir que la personne, même si elle s'en sortait après, vous faites partie d'une partie de son passé qu'elle veut oublier. Oui, c'est vrai aussi. Donc ça il y aura arrive assez souvent. Après un éloignement, parce que cette même personne un jour m'a dit, mais dans un autre moment de la famille, mais tu n'as qu'à partir de la famille, si c'était un rapport avec, c'est une autre histoire, et comme s'il voulait m'éloigner de la famille, parce que moi je sais des choses. Et oui, vous en devenez un peu dérangeante. Je suis un témoin de quelque chose que tout le monde préfère oublier finalement. Et elle risque de perdre son ami parce qu'elle sera peut-être après la témoin qui va mieux de la période où il allait mal. Paradoxalement, il faut que tout ça, elle le sache. Elle y pense. Écoutez, merci beaucoup Gisèle d'avoir pris votre téléphone ce soir pour nous en parler. C'était très instructif. Merci d'autant plus que vous avez découvert l'émission il y a peu et vous avez osé nous rappeler tout de suite. Donc n'hésitez pas à le refaire un autre soir si un témoignage vous interpelle comme ça. Merci beaucoup Gisèle. Bonsoir, bonne nuit à vous. Très belle nuit à vous. Au revoir Gisèle. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à ce soir, bien sûr, dès 22h30. Il est maintenant 1h du matin, vous écoutez Europe 1 et je vais laisser l'ami Franck Ferrand prendre le relais et vous entraîner dans les coulisses de l'histoire. À ce soir.